J'espère que ça va, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue les amis, bienvenue sur ce nouveau Jeudi Tour. On n'était pas là les 2 dernières semaines, on est de retour avec la Dream Team, j'ai envie de dire, je les ai appelés comme ça les a pas tiltés, donc j'imagine que c'est bon. Ça nous a flatté. Bah oui, c'est la Dream Team, voilà. Est-ce que vous nous entendez bien? Salut Fenrir, salut Kiki, salut à toutes les personnes dans le chat, le son est bon, magnifique. Merci beaucoup Anthony, Marie et Maëlle d'être de retour. Merci à toi. C'est les habitués, voilà, très clairement c'est chez vous ici. C'est plus moi qui va faire le live aujourd'hui, voilà, c'est eux. Ils animent, moi je suis là, je visite. C'était le jour où je vais devoir parler d'un article, j'aurai dans le cul. Hein, voilà. Tu sais, imagine un jour je dois venir et je dois parler d'une actu. Ah mais moi je trouve que c'est plus facile notre position, enfin je vous laisserai commenter, hein, mais moi je trouve que c'est plus facile notre position, on vient parler de notre petit blabla. Je sais pas, article, honnêtement je connais rien à l'actu. Ah, mais rien, oui, mais alors heureusement que je suis mademoiselle. Parce que c'est des choses qu'on a sorties de nous et toi t'as un vrai talent pour animer, pour lier tout ça. Donc moi j'ai pas du tout envie d'être à ta place, je suis très bien, mon petit spot et tout. Je sais pas, tu distribues bien la parole, tu nous poses des bonnes questions en plus à chaque fois. Donc voilà, vraiment, c'est incroyable, on se fait live pour me Salut mathématicienne. Non mais je sais pas, je suis pas du tout l'actu. Moi les actus dont je peux parler c'est ce qui se passe dans mon appart quoi. Enfin clairement voilà, mon chat va bien. Mais du coup t'as un nouvel appart ça. Ouais, bientôt j'ai un nouvel appart ouais. Félicitations. Ouais, merci. Enfin. La goïtinette. On parle pas assez de cette galère. T'as galéré. Ah mais horrible. Qu'est-ce que c'est? Alors CDI, 3 fois le montant du loyer, vacciné, pucé, je sais pas quoi. C'est ultra relou. J'avais tout ce qu'il fallait, les gens ils refusent parce qu'ils disent oh il y a mieux, il y a des meilleures raisons. On m'a demandé une fois pourquoi je voulais habiter là, genre quelle est ma raison de l'emménagement. Je sais pas, ça te regarde pas. Enfin, je cherche un appart quoi, je veux changer. Quelles sont vos motivations? Mais c'est ça. Elle m'a demandé vivre avec un toit sur la tête. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à cet C'est appartement? exactement ça. C'est genre alors quelles sont vos caractéristiques, quelles sont vos qualités, vos défauts? 3 qualités, 3 défauts. C'est exactement ça. Du coup merci Anthony d'être là. Comment vas-tu? Petit retour ici en plateau. Ça va, j'ai dormi 8 heures, du coup je suis frais comme un gardon, comme disent les vieux. T'as besoin de 8 heures toi, c'est... Ouais, j'ai vraiment besoin de 8 heures, pas vous? Pas plus, pas moins. Ouais, 8 heures, parfait. 8 heures c'est bien. Ouais, 8 heures c'est bien. Ouais. Mais est-ce que vous dormez 8 heures? Ouais, c'est dur. Non, mais c'est l'idéal en tout cas. Quand tu veux faire une grasse mat, 8 heures, moi c'est très bien. Après, t'es trop fatigué. Avant, tu penses que t'es réveillé, mais 3 heures après, tu plonges quoi. Ouais, je suis dysfonctionnel si j'ai pas dormi 8 heures quoi. Et ces dernières semaines, j'étais ronchon à cause de ça. Oh, t'étais ronchon. Oui, mais ça va mieux. C'est bon maintenant, tout va bien. Salut Claire qui nous a rejoint, merci beaucoup d'être là. Marie de retour aussi, 3e fois pour toi maintenant. Yes, merci beaucoup avec de m'avoir invité. Tu veux nous parler de bons trucs? De la police. De la police, ouais. Alors vous voyez dans le titre du live, j'ai essayé de mettre un maximum de suspense, j'ai écrit police, Chine et vélo. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez aucune idée de quoi on va parler. J'ai l'impression de faire un motus. Voilà. La police achète des vélos sur Chine. Voilà, peut-être, mais what? Mais dans quel monde vivons-nous? Maëlle, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, en forme, ça va. Non, franchement, bien. Franchement, la signalée. Très joli petit hausse aujourd'hui. Je tiens à le dire. C'est mon petit look Leonardo DiCaprio dans Roméo et Juliette. Voilà, petit Marcel Blanc, tout ça. Ah, mon esprit était sur The White Lotus. Mon esprit était sur The White Lotus, mais je parle sans connaître, j'ai pas vu la série. C'est une bonne série White Lotus, j'ai bien kiffé moi. C'est sur des blancs riches un peu fucked up. Des blancs riches un peu fucked up, ouais, qui sont dans un ouais, c'est ça en ce moment, c'est carrément ça. Qui sont dans un resort à Hawaï. C'est quoi un resort? C'est un hôtel? C'est un hôtel de luxe. Un complexe hôtelier. Exactement. Ah pardon, mes cheveux ils font absolument nimp. Alors voilà, on va dire les choses aujourd'hui. À chaque fois que je suis en live le jeudi, ma sœur m'appelle. Là, vous venez de l'entendre, vous avez vu ou pas? Elle sait très bien que je live. Alors j'ai envie de dire, je vais l'appeler. Je vais l'appeler en live. T'as voulu, voilà. Voilà, on va l'appeler, on va voir ce qu'elle va dire. Parce qu'à chaque fois que je suis en live le jeudi chez Mademoiselle, elle m'appelle. Et là, elle va voir que je suis en live et elle va pas répondre du coup. Hello, Kékélé. Ouais, alors Clémence, on est en live sur Mademoiselle comme tous les jeudis et tous les jeudis tu m'appelles. Désolée. Bah non. Trop mignon. Tu veux dire un petit coucou? Non, c'est bon, je t'aime. Moi aussi je t'aime, bisous. Quel était ce petit surnom qu'on a entendu? Quel est? Mais parce qu'on vient d'Alsace, tu sais. Ah, bah oui, je sais, voilà. mais du coup c'est mignon. Ouais, il y a adorable. C'est pas seulement le mot. Non, c'est l'accent qui va c'est surtout avec. l'accent, parce que tu peux dire n'importe quoi avec cet accent, on dirait un surnom, tu vois. Ça veut dire quoi, Caca-mère? Kékélès, en fait, elle, on la surnomme Kéké parce qu'elle s'appelle Clémence et que c'est mignon, et c'est Kéké, c'est beauf et c'est marrant. Et du coup, Kékélès, parce que tout ce qui est en alsacien, tu rajoutes un peu un laisse derrière. Ah oui, pour dire petit. Genre Bimbelès, exactement. Oh, c'est beau ça. C'est absolument adorable. Mon accent alsacien. Mais c'est incroyable. Ça sonne. C'est super. Ça sonne. J'adore. Moi, je trouve ça le fait. Pardon, voilà. Vous savez ce qui vous arrive si vous m'appelez voilà, en live et que vous êtes ma famille. 3 sujets
ma foi, très variés. Aujourd'hui, Maëlle, tu vas parler de quoi rapidement, histoire qu'on choisisse un peu par quoi on va commencer? Je vais parler de vélo et je vais parler d'inégalité. D'inégalité de vélo. Ça se passe à Lyon. Motus. Et c'était la polémique de la semaine. Moi, j'avoue, dans les médias. Le titre, le sujet m'a bien interpellée parce que je me suis dit, mais elle invente. Elle invente. Je pense que c'est un conte, c'est pas vrai. C'est réel, tout est réel. Marie, tu vas parler de quoi? Alors, de comment les policiers détournent les informations personnelles de jeunes femmes pour les draguer. Suite à ce tweet, du coup, qu'on avait vu. Un tweet qui a pris de l'ampleur. Vous l'avez sûrement vu, hein. Si vous avez Twitter, normalement, vous l'avez vu. Il y a eu plein de retweets. Hein. Je sais plus quels sont les stats de ce tweet, mais quand je l'avais vu, il était à 50K de likes. Du coup, c'est énorme sur Twitter. Anthony, tu vas parler de quoi, toi? Et tu m'as dit en plus que tu allais doser aujourd'hui, ça m'a fait rire. Je vais parler d'un seul sujet. Je vais parler de Shein qui fait du greenwashing en clamant, en promettant de donner 15 millions de dollars à une asso pour les déchetteries textiles au Ghana. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que pourquoi le Ghana? Pourquoi Shein? Pourquoi 15 millions? Et qu'est-ce que ça représente pour cette entreprise qui pèse 100 milliards de dollars? Ça, si c'est pas une belle présentation, ça je sais pas ce qu'il faut. Vous voulez commencer par quoi le chat? Allez-y, dites-nous un petit peu. Dites-nous tout. Tu peux réexpliquer rapidement ce que c'est le greenwashing, peut-être pour les gens qui connaissent pas avant qu'on rentre. Et choisissez dans le chat. Alors en bon français, le greenwashing, c'est ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. C'est la façon dont les entreprises essayent de faire oublier leurs mauvaises pratiques environnementales en feignant avoir très à cœur les questions environnementales. Et du coup, ça peut passer comme, je sais pas moi, imaginons Total, une entreprise de pétrole, qui dirait on va donner plein d'argent pour construire des pistes cyclables et pour... c'est parce qu'ils ont fait. Pour protéger les animaux. C'est un exemple illusoire. Pour protéger les animaux, les orang-outans qui meurent à cause de l'abus d'huile de palme, c'est mal Nutella, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est ce genre de situation où, en fait, une marque fait oublier ses mauvaises pratiques environnementales en payant très cher des gestes progressistes. C'est ce que fait McDo régulièrement, non? Genre en mode le plastique, machin. Potentiellement, oui, en disant oui, on servira plus d'eau en bouteille, on va la servir que dans des cartons qu'on recycle pas. Tu vois, c'est ça. Nos tomates sont bio, mais derrière, l'industrie de la viande est une des plus polluantes au monde. Voilà, c'est vraiment. Voilà, ça c'est le greenwashing. Si jamais vous avez des questions. Regarde ça et en fait derrière, je te cache tout ça, quoi. C'est un peu ce que j'ai fait avec tous mes ex. On veut commencer par la police, il me semble, dans le chat. La police, ça va commencer par la police. Donc, je vais sortir l'article que tu m'as transmis, Marie, que tu as écrit toi. Est-ce que tu veux que je le mette dans le chat? Oui, vas-y. Attends, je peux le faire. T'embête pas. I am there. Donc on va parler de la police, du coup. Le titre de cet article. Je suis un peu gênée. Regardez mon ordi par rapport à celui d'Anthony, comment il est sale. Je me disais tout à l'heure, mais peut-être que c'est des taches de gras. Non, c'est les mains, parce qu'en fait, dites-moi dans le chat si vous avez ça aussi, mais j'ai une... Alors, c'est une maladie, hein, mon petit frère qui fait médecine a trouvé la pathologie, mais j'ai les mains qui transpirent suivant mes émotions. Enfin, c'est assez insupportable. Des mains qui transpirent, là, c'est ça? Je sais pas, non. Ou même quand je me sens bien ou que j'ai bien mangé, je peux avoir un peu... Que j'ai bien mangé, c'est très bien. J'ai bien mangé, maintenant je suis. C'est comme moi. Pour moi, c'est dans l'intégralité du corps. Non, mais les mains, c'est gênant. Ouais, je comprends. Si tu sers la main à quelqu'un et tout, mais en vrai, c'est rien. Le chat, peut-être qu'il y en a qui ont ça aussi. Du coup, le titre de cet article est des policiers détournent les données personnelles de plaignantes pour les draguer. Vas-y, Marie, raconte-nous tout. C'est toi qui as rédigé ce magnifique article. Ok. Alors, comme on le disait tout à l'heure, tout est parti d'un tweet d'une jeune femme qui, en fait, a partagé la capture d'écran d'un message qu'elle a reçu d'un policier après avoir fait sa procuration. Du coup, le policier lui explique voilà, j'ai pris votre procuration, je me permets de vous écrire car je vous ai trouvée ravissante. J'espère que ma démarche ne vous gêne pas. À bientôt, peut-être. Bonne journée. Et en fait, suite à ce tweet a un peu mis le feu aux poudres sur Twitter en déclenchant une vague de dénonciations massives de la part de d'autres jeunes femmes qui, pareil, ont partagé souvent des captures d'écran de messages qu'elles avaient reçus de la part de policiers. Du coup, certaines racontent qu'elles avaient déposé plainte pour des faits souvent graves, que ce soit de la violence conjugale, des harcèlements pour agression aussi, et qu'en fait, leurs coordonnées personnelles ont été récupérées par les fonctionnaires de police dans le but de leur faire du charme. De les draguer, quoi. Ouais. Et là cette meuf, elle a porté plainte. Pourquoi de base? Elle faisait une procuration pour les élections législatives de ce week-end. Du coup, elle déposait pas plainte. Elle est juste allée
Voilà, mais elle a laissé son numéro de téléphone. Et Il y en a, ils en loupent pas une, hein, sans déconner. Ouais. Tout dans cette histoire me donne envie de prendre la table et de genre... Mais c'est incroyable. Je suis le policier qui a pris votre procuration. Je me permets de vous écrire car je vous ai trouvé ravissante. J'espère que ma démarche ne vous gêne pas. Si tu as besoin de le préciser, c'est que de base, ça va être gênant. C'est à que un moment. de base. Il savait. Il sait que ça se fait pas. Il a dit il tente sa chance. Ok, pardon. Bref, et du coup, il y a pire, hein, parce qu'il y avait notamment une femme qui avait partagé, elle avait déposé plainte pour violence conjugale contre son ex. Et quand elle a donné son numéro au policier, il lui a dit « Super, j'ai votre numéro et vous êtes célibataire en plus maintenant. » Enfin, c'est quand même vachement... la femme, elle vient, elle raconte son traumatisme, enfin... C'est vachement indélicat. Enfin, c'est indélicat, c'est surtout au-delà. Ouais, enfin, c'est long, hein, en plus indécent. de déposer... C'est indécent, ouais. C'est très long quand tu déposes plainte. Ça dure longtemps. Il faut tout expliquer. Il faut tout expliquer dans les moindres détails, dans les moindres faits. Je me demande à quel moment il s'est dit « Super, j'ai votre numéro et vous êtes célibataire en plus maintenant. » À quel moment de la démarche ? C'est-à-dire, est-ce que c'est au début et du coup, elle a pu direct demander quelqu'un d'autre, ou alors est-ce que c'est à la fin et du coup, elle se fait niquer ? C'était à la fin. Du coup, elle s'est fait avoir. Et alors, ça a été repris par Valérie Rey-Robert, qui elle aussi a partagé une capture d'écran. Du coup, c'est une auteure féministe que Mademoiselle avait reçue peu de temps avant que j'arrive. Du coup, elle partage une histoire dure aussi. Hein. Sa mère qui était atteinte d'un cancer, qui se fait cambrioler à Lyon de nuit. Du coup, elle appelle elle-même les policiers en leur demandant de s'occuper de sa mère le temps qu'elle arrive sur Lyon, parce qu'elle habite à Paris. Et du coup, pareil, des policiers en profitent pour récupérer son numéro et l'appeler plusieurs fois pour lui demander d'aller boire un verre ensemble. Du coup, voilà, il a assez pareil insisté. Du coup, très vite, je me suis rendu compte que ces tentatives de séduction de la part de la police ça date pas d'hier, c'est déplacé, grave et surtout c'est répréhensible par la loi. D'après l'article, alors je cite l'article dans mon article, mais dans le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, qui est disponible sur le ministère de l'Intérieur, le policier n'a pas le droit de divulguer le secret professionnel. Enfin, il est soumis oui, bien sûr. Voilà, ces informations, pas le droit. Il n'a pas le droit de les récupérer. Et du coup, en cherchant sur Internet, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs condamnations dernièrement pour des cas encore plus graves de policiers. Bon, à chaque fois, ils ont pris que de la prison avec des peines de prison avec sursis, ce qui, je trouve, est assez... après, c'est mon avis personnel, mais qui est assez minime. Parce qu'il y en a quand même un qui lui, en fait, il récupérait le numéro de beaucoup de plaignantes. Et en fait, il leur demandait après, du coup, il leur parlait par message. Il leur demandait après des photos de leurs seins. Il leur demandait des informations sur leurs pratiques sexuelles, tout en leur disant, moi, je m'occupe d'une cause. Alors souvent, il prenait Octobre Rose sur le cancer du sein. Du coup, voilà, c'est une enquête. C'est une enquête où je te demande si tu fais la lorette. Voilà, des fois, il se faisait passer pour un ancien mannequin qui avait des contacts dans le milieu. C'est pour ça qu'il voulait les mensurations des jeunes femmes, des photos un peu intimes et tout et tout. Et du coup, lui, l'action en justice est en cours. Ça se passe à Rouen. Est-ce que ça a un impact sur leur carrière professionnelle ? Moi, je me demande aussi dans la police, c'est-à-dire que c'est vraiment... Non mais... tu vois, je pose la question, je pose ça là. Mais je me dis, prison, sursis, tu vois, on peut effectivement avoir un avis sur est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez en termes de peine. Mais juste, ça veut dire que dans ton travail, tu as fait quelque chose qui est inscrit dans le code déontologique. Donc déjà, pour moi, il y a, je sais pas, à minima une suspension, en fait. T'es muté ailleurs, généralement. Oui. J'ai envie de dire, dans le meilleur des cas, t'es muté ailleurs. Parce que est-ce que c'est vraiment une punition d'être muté ailleurs ? Non, c'est juste pour te faire oublier dans le bladouté. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est ça qui me... Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quel job policier, quoi qu'on pense de la police. T'as quand même un devoir d'exemplarité, mais... bref. J'ai l'impression que chaque phrase que je dis là-dessus est non, mais, bizarre, mais disons les termes. De base, il y a une déontologie. La déontologie... Mais c'est comme médecin, c'est comme pharmacien, c'est toutes ces personnes qui ont un pouvoir sur les autres. C'est la base. C'est comme si tu dis à un médecin, il faut pas donner les mauvais médicaments. Enfin, je sais pas, genre. Mais tu parles de pouvoir et je pense que c'est vraiment ça en fait. C'est une question de position de pouvoir, pouvoir et d'utiliser cette position de pouvoir pour aller chercher des faveurs, des faveurs sexuelles. Enfin, pardon, mais il s'agit de ça en fait.
Ouais, Utiliser carrément. ça comme ça. Mais non, il voulait juste leur Carrément, donner un poste de mannequin. Oui, Essaye de ou suivre un boire- peu, s'il te ou plaît. boire un verre. Essaye de suivre, s'il te plaît. Alors après, sur le forum, qui a assez réagi à mon article, il y a beaucoup de jeunes femmes qui m'ont dit que ça leur était arrivé aussi de la part Ouais. de pompiers Ouais. ou de médecins. Enfin, il y a quand même Bah, on parle des fonctions particulières, en fait. Mais particulières. vous vous rappelez de l'affaire Julie Ouais, bien en sûr. France? C'est ça, Mais c'est des ça, en pompiers, fait, hein. c'est une équipe entière de pompiers qui devait secourir une jeune femme et mineure qui avait 14 ans, je crois, Mhm. au début des faits. Et ils ont profité d'elle ensuite, quoi, pendant des années, je crois. Ouais, complètement. Ah oui, Claire Obscur, elle parle, elle, de livreur. Alors moi aussi, ça m'est arrivé Ouais. de recevoir des messages de livreur suite à une commande. Ah ouais? Ouais. Et même un chauffeur Uber, lui, qui avait été Mhm. super insistant, voilà, avec des propos très déplacés. Mais ouais. Et c'est gravissime, mais c'est un chauffeur Uber, ça se trouve, c'est tu rentres une soirée un peu arrosée et tu rentres toute seule chez toi, genre le livreur le sait, ou Ouais. le chauffeur Uber le sait, donc ça peut aller très très loin et c'est très très grave, effectivement. Il y avait un hashtag là-dessus, Uber It's Over. C'est vrai que ça arrive souvent en plus des chauffeurs Uber ou des livreurs, ça c'est un truc régulier. Kiki, tu dis, avec ce genre de comportement de la part de certains policiers, ça va encore moins donner envie à des victimes féminines de venir porter plainte de peur de se faire draguer. Bah, exactement, alors c'est comme ça que je finis le papier, hein, grâce à Maëlle qui m'a accompagnée. Mais voilà, de dire qu'au final, depuis des années, enfin ces dernières années, on parle que de la manière dont les policiers s'autorisent finalement à recevoir, enfin à remettre en doute la parole de femmes qui viennent déposer plainte pour des faits de violence ou de viol, de harcèlement. Et du coup, voilà, on a eu plein d'exemples ces dernières années. Mais là aussi, par leur fonction, finalement, ils se sentent légitimes d'agir ainsi et de détourner ces données personnelles pour, comme si finalement ils étaient venus à la rescousse, entre guillemets, de victimes et que là, ils se disaient, bon, le taf est fait, j'ai le droit à ma petite récompense, quoi. Enfin, du coup, ouais, c'est comme ça qu'on disait, est-ce que la manifestation, finalement, du sentiment d'impunité et de toute puissance de la police française en tant qu'institution, quoi, ça démontre un peu une nouvelle fois ça. Alors, ce qui est important, c'est que si ça vous arrive, il faut savoir que vous pouvez faire un signalement vous-même à l'IGPN via un formulaire disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est très, très simple. Et aussi saisir le procureur de la République de votre département par courrier postal. Et que ça peut remonter. Après, c'est des affaires qui sont longues. Désolée, est-ce que tu peux peut-être revenir vraiment sur les bases de... Parce que peut-être procureur, il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Déposer plainte, on ne sait pas ce que c'est non plus. Enfin, vraiment, juste la base de la base. Là, peut-être dans le chat, on a quelqu'un qui, en soirée, s'est fait agresser. Il veut poser plainte. À partir de là, comment ça se passe ? Déposer plainte. Il veut déposer plainte, que ça soit en ligne ou que ça soit en vrai. Comment on peut faire je me tourne vers toi, mais si d'autres personnes. De manière générale. De manière générale. Pas forcément lié au Non, ouais, pour savoir un petit peu après ce que c'est procureur, etc., etc. Donc de base, si quelqu'un veut aller, s'est fait agresser en soirée. Il faut aller au commissariat. À côté de chez soi. À côté de chez soi. Ou même dans un autre commissariat, pas à côté de chez soi. D'accord. Il me semble qu'on n'est pas tenu d'être à côté de chez soi. Et se présenter à l'accueil et donner l'objet de sa venue. En théorie, et c'est bien ça qui est dramatique, c'est qu'en théorie, on ne peut pas vous refuser une plainte. Parfois, ça va être soit parce que les agents vont minimiser l'acte et vous proposer, auquel cas, de faire une main courante, ce qui n'est pas la même chose qu'une plainte. Donc voilà, c'est aussi ça. Et normalement, on n'a pas le droit de vous refuser une plainte. Ça, c'est bon à savoir. Si jamais vous allez porter plainte et que la personne dit non, vous dites non, mais t'as pas. Enfin, vous dites je veux alors déposer une main courante. Il y a aussi la possibilité d'envoyer directement un courrier au procureur de la République. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et je vais le chercher très rapidement, mais récemment, il y a eu une initiative justement pour porter plainte en ligne, c'est-à-dire voilà. Je savais pas que c'était possible ça. Ouais, et c'est très récent. Je vais vous retrouver ça parce que j'avais fait. Vas-y, pas de souci. Merci à ceux qui nous rejoignent. Salut Armando. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais c'était une initiative très récente via une espèce de plateforme en fait, moyennant des frais qui permettaient justement, c'est une initiative. Je fais un article là-dessus, le 20 avril, donc c'est assez récent. Oui, tu peux. Partageons-le. Je vais le partager. C'est une initiative qui s'appelle tout simplement Dépose ta plainte
et qui permet de porter plainte directement en ligne et d'être justement d'avoir un... C'est pas quelque chose qui se substitue au commissariat, c'est juste ça sert d'étape en fait et de courroie de transmission directement pour que la plainte soit transmise. Ouais, pour qu'il n'y ait pas de refus. Voilà, exactement, pour éviter justement qu'il y ait un refus, qu'il y ait des remarques désobligeantes, qu'on vous dise mais madame, pourquoi vous traîniez dans cet endroit à cette heure-ci, ou mais vous avez vu comment vous êtes habillée, parce que voilà. Donc je vous fais la liste de tout ce qu'on a déjà entendu de toute manière. Sûr. Voilà. Ça permet, ce que disent les personnes qui l'ont créé, ça permet de faire sauter justement les différentes barrières qui peuvent se dresser sur la route du chemin du dépôt de plainte, c'est-à-dire des barrières juridiques, quand on n'a pas connaissance de ses droits, qu'on ne sait pas qu'on peut aller porter plainte parce qu'on ne sait pas tous. Barrières psychologiques, parce qu'on sait que des fois on va devoir relater des choses qui sont douloureuses, difficiles, traumatisantes. Des barrières physiques, parce que en fait, des fois on n'habite pas à côté d'un commissariat et que du coup c'est pas évident. Je vous partage ça tout de suite. Merci beaucoup. Salut Laïna, première fois sur le chat. Donc ça, c'est vraiment la passerelle pour éviter qu'il y ait des refus. Donc après, une fois que la plainte elle est prise, il faut attendre. Il faut attendre. Voilà. Il y a différents aboutissements, il y a différents... Parfois, on peut faire témoigner des proches, parfois, il n'y a pas besoin, etc., etc. Ça dépend de chacun. Par contre, là où tu parlais du coup du procureur... Alors moi, c'est pas pour revenir au sujet de si vous avez déposé plainte ou fait une procuration, qu'un policier a récupéré vos données personnelles, qui vous a contacté à des fins privées, finalement, et vous pouvez signaler le comportement de ce policier à l'IGPN, du coup c'est la police des polices, finalement. Ouais. Et vous avez un formulaire qui est disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, que j'ai mis dans l'article. Et aussi saisir le procureur de la République, qui lui est... C'est quoi un procureur? Ouais, je sais pas comment on peut dire saisir le procureur. Ça c'est un peu la figure de la justice. Le procureur, c'est lui qui va décider si on mène une enquête ou pas. Voilà. Donc c'est lui qui va décider de ça. Donc finalement, quand des agents de police décident que non, on ne peut pas prendre la plainte parce que pour eux ce n'est pas valable, en fait c'est pas eux. J'ai envie de dire, c'est pas leur rôle en fait. Eux sont tenus de prendre la plainte et ensuite de mener une enquête. Voilà, si tu vas chez le boulanger et que tu demandes un petit pain et qu'il dit non, vous allez prendre un croissant plutôt, non, je voudrais un petit pain. Voilà, c'est la même chose. Voilà, donc en gros, ce qui se passe, je reprends l'article que je vous ai transmis, mais effectivement, la plainte, soit le procureur décide de ne pas poursuivre les faits dénoncés, soit il mène l'enquête, puis saisit le tribunal. Donc voilà, s'il n'y a pas de poursuite des faits dénoncés, effectivement, on appelle ça un classement sans suite. Voilà, ça arrive. Et soit effectivement, il y a le lancement d'une enquête, et dans ces cas-là, c'est des démarches qui s'engagent et un processus qui s'engage justement avec différentes issues possibles aussi dans ces cas-là. Et donc, si on a un policier qui rentre dans nos DM Instagram, on peut se plaindre de lui. Exactement. N'importe comment, que ce soit DM Instagram, qui vous appelle. Il y en a certains, ils avaient récupéré les adresses. Postales ? Ouais, ils étaient allés il y en a un, il a harcelé des jeunes femmes en allant tous les jours devant chez elles, de manière insistante. Enfin, elle est sonnée chez elle, enfin... En uniforme ou pas ? Non, en civil. Et sur son temps personnel et avec sa voiture de civil, enfin, ouais. Puis après, le lendemain, à 8h, il mettait son outfit de policier. Exactement, ouais. Il y en a un, il a été condamné pour ça. Lui, il s'était... la dame était allée au commissariat pour délaissement de mineurs et du coup, il avait recontacté la dame en lui disant « Je vais vous aider à récupérer votre enfant, mais du coup, on doit faire un rendez-vous. » Et il avait insisté. Au final, le jour même, elle a fini par dire oui parce qu'elle voulait récupérer son gosse. Enfin, normal, il touchait à quelque chose de personnel. Et du coup, le jour du rendez-vous, elle s'y est pas rendue. Mais son petit ami à cette jeune femme a croisé le policier dans la rue. Et le policier lui a mis un coup de gaz lacrymogène. Enfin, 2 jets de gaz lacrymogène. Parce que le petit ami a juste dit, il faut arrêter là de... Ouais. de parler à ma femme, lui envoyer des messages. Et du coup, le policier, alors qu'il était en civil, sur son temps personnel, lui a jeté... C'est des gens qui regardent trop les films de super-héros, en fait. Peu, ouais. Ils ont le côté vigilante qui se met en marche et du coup, flic le jour et gros con la nuit, quoi. Enfin, je sais pas comment... Ouais, c'est ça, il y a une transformation, je sais pas ce qui se passe. Laïna, le topic, en gros, c'est... je sais pas si t'as vu sur Twitter, mais c'est des policiers qui détournent les infos, tu me corriges, policiers qui détournent les infos des plaignantes.
C'est ça, leur numéro de téléphone ou leur adresse. Et qui les utilisent pour leur écrire, en gros. Voilà, parce qu'il y a eu un gros tweet sur Twitter, du coup, qui avait été fait et qui maintenant a 65K j'aime. Ça veut dire que vraiment, genre, les gens relate. Genre, vraiment, ils se disent, bah ouais, c'est genre, un, c'est grave, et de deux, ça m'est déjà aussi arrivé. Et là, c'est aberrant. Est-ce que... qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens Anthony, Maëlle, Marie, hein, je me tourne pas forcément vers Marie. Et le chat, pareil, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui, du coup, veulent pas plus aller déposer plainte? C'est compliqué d'être dans l'incitation à porter plainte quand on sait la manière dont ça peut se dérouler. Et je pense que... moi, de ma position, j'irais jamais dire à quelqu'un... s'il arrive une agression ou autre, va porter plainte parce que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je comprends quand on me pose la raison, en fait, non, je peux pas parce que je sais pas comment je vais être reçue, parce que je me sens pas assez solide pour affronter ça. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que du coup, on se retrouve à vivre un deuxième événement aussi traumatisant. Donc, moi, de ma position très personnelle, si une personne veut porter plainte, en fait, une proche ou une amie me dit, je veux y aller, très bien, je vais t'accompagner et te soutenir. Si une proche me dit, en fait, je peux pas, je me sens pas capable de le faire. Ouais, tu te sens pas de le faire. Ouais. Je vais pas la forcer, en fait, surtout. Et je comprends que ce soit un choix pas du tout évident. Mais c'est aussi parce qu'on en est arrivé à cette situation aussi. On en est arrivé, pas dire que c'est quelque chose de neuf, mais on sait comment on peut être reçu en tant que victime. Il y a suffisamment de témoignages aujourd'hui pour savoir de quelle manière on risque d'être reçu dans un commissariat. Et est-ce qu'on a envie de s'affliger ça quand on sait en plus que les suites derrière ont peu de chances d'aboutir sur une justice en faveur de la victime? En fait, oui, je comprends en fait. J'ai pas du tout envie de dire vous avez tort, vous devriez porter plainte parce que il y a aussi cette idée que quand on porte plainte, ça veut dire que c'est des choses, ça veut dire que ces agressions, ces crimes, ces délits vont être reconnus de fait. Et du coup, on va avoir une idée quantitative de ce qui se passe aujourd'hui de ce point de vue-là. Et effectivement, mais ça peut pas être la seule raison en fait pour laquelle on porte plainte. Donc voilà. Mais c'est full somme parce que c'est déjà arrivé quand tu peux pas, quand tu vois ta pote qui veut pas aller déposer plainte simplement parce que la peur d'être mal accueillie. C'est-à-dire que l'envie, elle est là. Et c'est vrai et c'est ça. Moi, je découvre du coup cette plateforme là de cette passerelle et ça vraiment je le découvre parce que ça c'est très intéressant. Vas-y, Anthony. C'est ce qu'on appelait les formulaires de pré-plainte ou c'est encore autre chose? Alors non, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Enfin, un formulaire de pré-plainte, là vraiment, c'est une plateforme indépendante qui n'est pas du tout liée au ministère de l'Intérieur ou autre, mais qui offre en fait un espèce de service qui permet de faire... c'est une espèce de courroie de transmission en fait. Oui. Et c'est des féministes, des avocates qui... donc c'est pas un truc nébuleux fait par des gens qui bricolent des choses. Enfin voilà, c'est dans le droit, c'est dans les clous de ce qui peut être fait en termes de dépôt de plainte. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en France, comme dans l'ensemble de l'Occident en général, on a une vision de la justice qui est très répressive. En fait, on va aller faire un procès pour déterminer qui est coupable et qui est non coupable. Et c'est pas forcément comme ça qu'on résout un conflit. Ça dépend des cas et tout est particulier, bien sûr. Mais justement, il y a d'autres visions de la justice qui peuvent être restauratives, réparatrices. Et voilà. Et donc, en fonction des délits et des crimes commis, peut-être que se tourner vers la police, c'est pas nécessaire. Qu'il y a d'autres formes de solutions de conflit qui peuvent exister et c'est intéressant de s'y pencher aussi. Dans les cercles féministes, il y a des féministes qui sont justement pour l'abolition des prisons, par exemple, et c'est intéressant de se tourner aussi vers ce genre de réflexion. Et oui, jamais de la vie, comme toi, Maëlle, j'inciterais quelqu'un à porter plainte absolument. Je me dirais... je vais accompagner la personne qu'elle ait besoin d'aide pour rester chez elle ou qu'elle ait besoin d'aide pour aller au commissariat. Dans les deux cas, je l'accompagnerai, je la soutiendrai. Et je pense que c'est ce qu'on peut conseiller à tout le monde autour de soi, c'est que ça appartient à la victime en fait de choisir si elle veut porter plainte ou non. Ouais. Et justement, si elle décide de ne pas porter plainte, peut-être qu'on peut lui proposer d'autres manières de se faire sa propre justice. Ouais, en fait, ouais.
Genre aller potentiellement. tabasser lui. Non, pardon, c'est Je pas. vois que ça fait beaucoup réagir Léina qui Ouais, dit peut-être sur des sujets aussi Mais c'est bien dans le sensibles, je chat, trouve ça super allez-y, délicat hein, de tenir des propos exprimez-vous. comme j'ose pas dire à quelqu'un d'aller porter plainte au cas où elle se fasse trauma. C'est pas ce qu'on a dit. Hein. Non. Mais c'est je- bien, pas du tout- exprimez-vous. c'est- Débattez. c'est pas du tout ça. Et moi, j'ai donné mon avis, donc je ne donne pas des ordres ou des incitations de arrêter de dire à vos proches. Pardon, mais enfin, ça serait- Voilà, je n'incite rien ni personne à Restez faire chez quoi vous. que ce soit. Je dis juste que de ma position, je ne me verrais pas dire à quelqu'un tu devrais porter plainte après avoir subi ça parce que c'est comme ça que tu dois faire pour obtenir réparation ou aller mieux ou autre. Enfin, il y a Ça serait dans un monde idéal de ça, dire, c'est ma position, juste, et je n'incite rien ni personne à faire quoi que ce soit, je ne me permettrai certainement pas ça, donc voilà, ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, en fait. Non, mais c'est bien. Et que, quand Léna, des personnes disent « je ne veux pas porter plainte », en fait, parfois, elles ont des raisons, et en fait, moi, j'ai rien à opposer à ces raisons, en fait, enfin, je veux dire, je peux écouter, en fait, enfin, si on est face à une victime, en fait. Mais pourquoi on m'agresse ? Je sais pas. C'est un vous- troll, t'inquiète pas. D'accord, ok, très bien. Non, mais c'est bien parce que ça nous fait du contenu, donc merci Léna. Ouais. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on peut plus aujourd'hui dire qu'il faut aller porter plainte. Ça serait, tu es dans le déni si tu penses ça. Parce on peut aider quelqu'un à aller. Et ça porter marche plainte parfois et d'aller l'accompagner. porter plainte, Mais bien sûr, effectivement. Mais bien sûr. parfois t'es super bien accueilli, mais c'est Voilà. rare. Et Mais- ce que... Pardon. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que je vous recommande les textes, donc je crois que ça lag. De textes de Gwenola chez nous, ça. Ricordo, notamment, qui est une féministe, sociologue, sur les questions de prison et de justice. intéressante, ouais. Et en fait, elle est hyper intéressante sur les questions de justice restaurative. Et aussi, elle raconte aussi comment est-ce que en fait, les gouvernements sont effectivement dominés par des hommes. Et en fait, parfois, les causes féministes ou la cause des femmes est souvent instrumentalisée à des fins punitives, à l'encontre de certaines populations d'ailleurs. C'est très intéressant à remarquer et à souligner. Mais parfois, oui, voilà, c'est cette justice hyper répressive, ce recours à la police systématique, automatique et tout. Et ben, en fait, peut-être qu'on peut aussi le questionner. Je dis pas qu'il... Enfin, j'appelle à questionner les choses. Je dis pas qu'il faille abolir quoi que ce soit. Si, en fait, là, tu viens immédiatement de dire que en fait, la police ne servait à rien, d'accord, Anthony. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Oh, wow. Je fais confiance à votre intelligence. Et voilà, j'ai même pas besoin de le dire. Voilà. Non, Je n'ai donc mais rien dit d'illégal. t'as raison. Tu as le droit de t'interroger, de te questionner sur le système là qu'il y a actuellement, qui est comment ça s'appelle ? Ça s'appelle linéaire ou quoi ? Je sais pas comment dire, mais qui est très noir ou blanc. Tu vois, Oui, c'est genre- très binaire. C'est binaire, voilà. C'est très ça que je cherche. manichéen. Il t'arrive, tu es agressé, voilà, la seule voie qu'on t'offre, c'est La voilà, seule voie. c'est la voilà, seule. c'est une voie qu'on offre, c'est la seule voie de justice que l'on connaît en fait. C'est ce Ouais. que tu dis, c'est que dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, la seule voie qui est possible, qui est envisagée, c'est celle de la justice. C'est quelque chose de culturel de toute manière. Donc effectivement, commencer à réfléchir, et c'est pour ça, tu te réfères à Gwenola Ricordo, et c'est vrai que des textes que j'ai pu voir d'elle et tout, c'est extrêmement intéressant, mais c'est vraiment une remise en cause de la manière dont on fonctionne de façon générale sur les questions de justice en fait, et parler de justice réparatrice aujourd'hui, ça reste encore hyper compliqué en fait, parce qu'on n'a qu'une voie qui est tracée et on a du mal à envisager d'autres possibles en fait, d'un point de vue de la justice. Je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, c'est vertigineux quand on Ouais. commence à y réfléchir, mais en fait, quelle pourrait être une autre forme de justice ? Et ça se fait dans certains cercles communautaires, notamment militants. Si une personne, un membre de cette communauté en lèse un autre, est-ce qu'on va l'exclure ou est-ce qu'on va justement essayer de réparer les choses, d'instaurer une forme de médiation pour résoudre ce conflit autrement que par la punition ou l'exclusion Non. ou la répression ? Sortir de la punition, en fait, du réflexe punitif Voilà. qu'on a de manière automatiquement. T'as Voilà. fait quelque chose de mal, tu vas en prison. Dans plusieurs cercles afroféministes, notamment, on parle de la culture du call-in, où en fait, plutôt que de te call-out et de t'exclure, on va plutôt te demander en fait, pourquoi tu as fait ça, essayer de comprendre le pourquoi pour éviter que ça se reproduise, essayer de comprendre les fonctionnements, où est-ce que ça dysfonctionne aussi, et identifier des mécanismes pour éviter que ça ne se reproduise, et aussi... Pardon, je me répète trois fois la même chose, je crois. Non, Mais, c'est intéressant de ouf. Mais ce que j'allais dire, et j'allais réagir à ce que dit quelqu'un dans le chat, donc Léina, oui, non, c'est intéressant ce que tu dis aussi, mais en fait, je cite, mais en fait, la seule chose que je dis, c'est que c'est un process important de porter plainte, rien de plus. Les policiers sont souvent blâmés quand ça se passe bien. Ça se passe pas bien, du coup, Quand ça se passe pas bien, je pense effectivement que c'est une typo. Mais ce qu'on sait peu, c'est que c'est souvent plus haut que ça bloque totalement. Oui, effectivement, parfois ça bloque plus haut. Et aussi, en fait, les plaintes, hélas, ça permet aussi de comptabiliser, de compter, de mesurer l'ampleur d'un problème potentiellement.
Et parfois, hélas, on ne croit que les victimes qui ont porté plainte, ou on va les considérer seulement si elles ont porté plainte, etc. Et en fait, ça permet aussi de sous-évaluer plein d'autres problèmes et de dire mais en fait, si c'était vraiment grave, elle aurait porté plainte, et du coup, si elle n'a pas porté plainte, c'est que c'était pas grave. Enfin, ça permet de laisser plein de victimes de côté. C'est vrai, ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Si elle n'a pas porté plainte, c'est que c'était pas grave. Alors qu'en réalité... Ça c'est... J'ai entendu plein de gens le dire, ça. Ouais, alors pourquoi t'as pas porté plainte? Pourquoi tu portes pas plainte? C'est ce qu'on oppose. On va blâmer les victimes, faire du victim blaming, du coup, comme on dit en anglais. Et ben ça, c'est complètement sous-estimer plein de réflexes humains, de mécanismes de défense et de survie face à quelqu'un. Par exemple, c'est un exemple un peu extrême. Non, du coup, je vais pas le dire parce que je veux choquer personne, mais parfois, c'est des violences qui sont intrafamiliales. Et du coup, comment est-ce qu'on porte plainte contre ses parents, par exemple? C'est, surtout si on est mineur, vers qui on se tourne. C'est plein de questions comme ça qui méritent d'être prises en compte afin de comprendre que la plainte, c'est pas la réponse à tout. Et oui, il y a d'autres formes de justice et d'autres formes d'obtention de cette justice, et en fait on devrait justement davantage considérer les violences qui n'ont pas forcément suscité de plainte, en fait, parce que il y a des choses très graves qui arrivent sans qu'on porte plainte, quoi, tout simplement, et c'est important de le considérer. Et souvent, Marie, tu dis, si jamais tu moi je voulais rebondir là sur le dernier commentaire de Lune Virtuelle, qui a dit souvent les victimes n'obtiennent rien de leur plainte, et au contraire c'est douloureux car il faut tout re-raconter plein de fois. Et ça c'est vrai, et j'avais fait un article sur une actrice, je sais plus laquelle, qu'il faut que je vous envoie, qui avait expliqué comment en fait ce processus retraumatisant d'enchaîner les auditions policières, d'être malmenée, remise en question et tout, et comment au final, des mois ou même des années souvent après avoir vécu ton traumatisme ou l'agression et tout, étaient obligées en fait, pouvaient pas se reconstruire psychiquement et psychologiquement parce qu'elles étaient obligées de revivre incessamment ça. Et je sais plus, c'était une actrice américaine connue. Je vais vous envoyer, c'était super intéressant. Elle avait fait un podcast où elle en parlait. Je vais mettre dans le chat. T'inquiète, pas de soucis. Mais effectivement, au sujet de la façon dont le processus de plainte et d'obtention de la justice tel qu'il est établi en France, tel qu'il fonctionne et dysfonctionne en partie, eh bien, ça peut être enfermant quelque part dans la violence qu'on a subie et devoir la répéter encore et encore. Et c'est ce que raconte très bien Édouard Louis dans son livre Histoire de la violence, qui est un roman. Et ce que raconte aussi très bien Mathilde Forget dans son livre... J'étais en train d'y penser, De mon plein gré. De mon plein gré, merci Maëlle, j'ai eu un trou. Mathilde Forget, De mon plein gré, je vous le recommande chaudement. C'est un livre qui raconte aussi très bien la façon dont on peut dissocier après une violence. Dissocier au sens psychologique du terme, c'est que il vous arrive quelque chose, pendant que ça vous arrive, vous avez l'impression que vous êtes spectateur et spectatrice de ce qui vous arrive et vous voyez ne rien faire. Et cette expérience de la dissociation, elle est assez commune chez plein de personnes victimes, notamment de violences sexuelles. Et ben cette dissociation-là, Mathilde Forget l'explique très bien dans son roman, ça vous arrive aussi parfois dans le commissariat, en fait, face aux policiers qui vous demandent de raconter encore et encore un truc et vous voyez ne pas répondre. Et t'es obligé de répondre à côté, quoi. Et surtout que si à la moindre étape où tu dois re-raconter, si tu te trompes parce que t'as oublié ou parce que t'arrêtes pas de le revivre, ça se retourne contre toi, quoi. Mais vous aviez dit que... vous avez dit que ce soit une agression ou un souvenir heureux, parfois les choses se transforment aussi un bien peu. Sûr. C'est des réflexes très humains. C'est une réaction. Et quand on est une victime, du coup, si on raconte pas exactement la même chose ou qu'au bout du cinquième récit, on se retrouve à dire que en fait la chaise était verte alors qu'elle était rouge. Est-ce que c'est vraiment un souci? Est-ce que ça enlève quelque chose à ce qu'on a vécu? Mais du coup, ça va quand même questionner la crédibilité d'un témoignage. Et alors moi j'ai retrouvé mon article, c'était Evan Rachel Wood qui du coup elle avait été en couple et abusée par Marilyn Manson, et du coup elle en anglais on parle de gaslighting, en fait cette forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée, présentée sous un autre jour de la part des enquêteurs pour essayer de démêler le vrai du faux, et qui finalement font douter la victime de sa mémoire mais aussi de sa santé mentale. Du coup, en fait, tu replonges dans une sorte d'autre traumatisme à force, à cause de ce processus. Oui, je crois que les Canadiens, ils appellent ça de la manipulation cognitive ou du retournement cognitif, où en fait, justement, on vous fait douter de votre propre fonction cérébrale et mémorielle, comme tu disais, Marie, pour être sûr que ce soit vrai, ou pour vous faire plier dans le sens qui nous arrange, en fait. Et c'est une forme de violence psychologique qu'on retrouve beaucoup dans des couples...
dysfonctionnel où il y a quelqu'un qui abuse de l'autre et qui lui fait douter de ce qu'elle raconte en disant non mais c'est pas ce que tu me disais et tout, et en fait il retourne ce que vous avez dit la veille en le présentant légèrement autrement et vous doutez en fait de ce que vous avez dit et tout. Il y a une question de Tispo qui dit mais en fait si on ne raconte pas, mais on fait si on ne raconte pas les faits, il y a quoi d'autre comme possibilité? Donc en gros si je veux pas raconter les faits, y a pas, tu peux pas ne pas porter. Là, j'ai l'impression que la question se pose si on ne raconte pas les faits. Ah, si on ne raconte pas les faits. On peut les raconter une fois, évidemment, si on raconte pas. Enfin voilà, dans l'intention de porter plainte, si on ne raconte pas au moins une fois les faits, effectivement, ça devient compliqué. Après, il y a des victimes parfois qui racontent que, en fait, elles viennent une fois, on les fait revenir le lendemain pour le raconter à une autre personne, puis une troisième fois à une autre personne encore, puis ensuite elles vont aller. Voir un psychologue. Il y a une répétition et il y a une expertise psychologique parfois. Enfin voilà, il y a quand même. On en vient limite à se demander, mais en fait, on me le demande tellement de fois parce qu'on attend que je me trompe quelque part finalement. Enfin, quel est l'intérêt de devoir le raconter plusieurs fois si la première fois, par exemple, on enregistrait le témoignage? Enfin, il y a un procès verbal. On raconte pas ça quand on porte plainte. Voilà, c'est noté quelque part. Il y a un procès verbal derrière. Il y a, que ce soit une attestation de témoignage ou autre. Voilà, c'est noté. Pourquoi dans ces cas-là on ne se réfère pas à ça si c'est documenté quelque part? Voilà, donc oui, effectivement, il y a aussi questionner aussi la pertinence de en fait, pourquoi on impose à la victime de raconter 5 fois la même chose en fait à différents interlocuteurs. Alors effectivement, quand on parle à son avocat, à un enquêteur ou à un expert psychologue, les questions vont peut-être pas être les mêmes. Ça, c'est juste. Mais voilà, il y a des récits de victimes qui disent en fait, c'est le troisième agent que je vois. À quoi bon au bout d'un moment, parce qu'en fait à part chercher l'erreur, on n'a pas l'impression qu'il fasse autre chose finalement. C'est le sentiment que ça peut donner. Effectivement, tu as entièrement raison, et c'est ce que racontent effectivement aussi Édouard Louis et Mathilde Forget dans leur livre. C'est même dans l'écriture même du procès verbal, c'est la déformation par le policier qui prend le procès verbal. C'est vous allez dire une chose X et il va le nuancer autrement dans le sens qui lui arrange, son interprétation de ce que vous avez raconté. Et s'il estime que vous mentez, ça va se retrouver dans le procès verbal. En fait, c'est une version qui est altérée de de votre parole qui vous êtes dépossédé, en fait, vous êtes privé de votre propre parole, le récit il est récupéré par quelqu'un d'autre qui prend votre procès verbal pour en faire une plainte derrière potentiellement et tout. C'est atroce en fait de se sentir dépossédé de son récit, y compris quand c'est de la violence comme ça. Et après il t'envoie un message sur Insta en plus. Exactement. Histoire de bien boucler, voilà, puis terminer. Pour revenir à... Et ce que tu disais Marie dans ton article et ce que tu viens de dire aussi au micro, c'est il profite aussi d'un moment de vulnérabilité extrême en fait. C'est gravissime. Et je doute fortement qu'ils soient totalement inconscients de ce qu'ils font à ce moment-là. Ils viennent de vous écouter raconter une violence atroce et derrière ils vous envoient un DM ou un SMS pour vous pécho. À quel moment ça sera, on peut en parler pendant des heures, mais à quel moment de l'éducation policière, c'est-à-dire quand tu fais l'école de police, il y a pas en fait, à quel moment est-ce qu'il y a un sujet là-dessus? Si déjà dans le code de déontologie c'est inscrit qu'il faut pas le faire de base, ils ont des cours sur ça en fait. Il y a un cours sur faut pas harceler les femmes victimes. Déontologie. Après alors il y avait un commentaire qui disait les policiers sont peu formés aux violences sexuelles. Franchement, en faisant des recherches, il y a beaucoup d'actions depuis au moins le premier quinquennat de Macron qui ont été mis en place, alors pas par le gouvernement mais par des associations qui sont allées informer les policiers, les alerter parce que c'est quand même, on a mis en lumière les féminicides dernièrement, on en parle beaucoup. Du coup non, ils sont quand même formés. Après je m'étais penchée sur un essai qui parlait du sexisme en fait institutionnel que tu as dans la police depuis des années parce que à la base c'était un métier d'homme. Les femmes policières ont eu beaucoup de mal et même aujourd'hui à avoir leur place dans la police. Je disais par exemple on peut pas avoir de brigade que de femmes aujourd'hui. T'es obligé d'avoir une femme et un homme policier. Non, t'es obligé d'avoir 2 hommes lorsqu'ils sont en patrouille, 2 hommes et une femme. Enfin, il y a quand même un truc... Attends, c'est vrai ? Ouais. On n'a pas le droit de... En fait, dans une brigade de policiers, une femme ne peut pas partir en... Comment on dit là ? En ronde ? En vadrouille ? En vadrouille. En patrouille. En patrouille, toute seule. Tu peux pas avoir que des patrouilles de femmes. T'es obligé d'avoir 2 hommes et une femme. Du coup, on n'est même pas sur une égalité ou une... base, voilà. Le socle du truc est déjà fragile, quoi. D'accord. Après 5 ans, après au tribunal, c'est la même chose. Devant la partie adverse, il te repose des questions pour remettre en cause la parole. Mais là, c'est le rôle du tribunal. C'est le rôle de... Là, on est sur une autre étape encore. C'est une autre étape. Normalement, quand tu... On peut pas raconter encore... Enfin, au tribunal,
on remet à plat les faits, on dit ce qui s'est passé, ce qui est ressorti du coup du C'est témoignage normal, par exemple de la victime, bien sûr, mais il ne s'agit pas de... Enfin, ça fait partie de... Effectivement, le juge examine une affaire, on est obligé de rementionner ça, mais c'est pas la victime qui doit raconter à ce moment-là. Donc là-dessus... Ouais, non, mais si je viens de raconter une histoire et que je dois t'écouter, je la prends comme ça, l'histoire. Je vais pas commencer à remodeler le truc à ma façon. C'est juste, j'écoute et c'est tout. Enfin voilà, merci beaucoup Marie pour ce sujet qui on pourrait en parler C'était très chargé, longtemps. quand même. Mais c'est... Enfin, non, je voulais... Pardon. Non, vas-y, on a encore tout le temps. Avant de clore, tu parlais de gaslighting tout à l'heure, donc cette forme de manipulation cognitive. Et il y a un autre truc, c'est le grooming. Toi aussi, t'en parlais récemment dans un autre papier. C'est pas avec les chiens, ça? Bah, le grooming pour les chiens, ça veut dire dressage. Et toilettage. Excusez-moi. Non, t'inquiète pas. Et pour le skincare chez les hommes, c'est le toilettage aussi. Ok. On parle de grooming. Ah voilà, c'est ça, ok, d'accord. Mais dans les relations interpersonnelles, sentimentales et sexuelles, on parle de grooming pour parler de ces comportements de prédation, en fait. Où, en fait, le grooming, c'est la prédation, c'est comment certains hommes... C'est tout le temps des hommes. Plus âgés en général. Souvent plus âgés ou en position de pouvoir. Ça peut être le médecin traitant, ça peut être un policier, ça peut être quelqu'un d'autre, une figure d'autorité, ça peut être un professeur quand vous êtes à la fac. J'en parlais hier. Face à un élève ou une élève, ces comportements, en fait, ils abusent consciemment ou non de leur position de pouvoir, d'autorité ou d'âge supérieur pour vous prey on, pour faire de vous une proie quelque part, de façon consciente ou non. Et donc c'est un abus de faiblesse ou un abus de pouvoir, en tout cas, appelez ça comme vous voulez, mais c'est assez récurrent, effectivement. Et donc, dans l'affaire Julie, avec des pompiers qui viennent à la rescousse de quelqu'un, soi-disant, dans l'affaire de ces policiers qui profitent de l'état de vulnérabilité de plaignante pour récupérer leurs données personnelles et les draguer derrière, soi-disant. Et Evan Rachel Wood aussi, que tu mentionnais, elle parle aussi de grooming à l'égard de Marilyn Manson. Elle était à peine majeure et lui a 20 ans de plus, largement, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle aussi parle de cette relation comme justement de grooming, en fait. Elle a mentionné ça en plus des agressions sexuelles, pression psychologique, etc. qu'elle a vécues, quoi. Ouais, voilà, et je doute fortement que ce soit totalement inconscient, en fait. Enfin, bizarrement, les profs, ils vont pas draguer les présidents de fac, ils vont plutôt draguer les élèves. Enfin, j'en sais rien, mais... Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Bizarrement, les policiers, ils vont pas draguer le chef du commissariat, mais plutôt des plaignantes. Enfin, tu vois, c'est... En fait, clairement, c'est du pouvoir. C'est toujours vers les gens en dessous, quoi. Et c'est vraiment le berceau des dominations, en fait. On en revient à là, c'est qu'il y a toujours un enjeu de pouvoir, oui. Les violences sexuelles sont des violences... ce sont des questions de domination, en fait. C'est des histoires de domination. Et du coup, je conclus sur un podcast que je vous recommande là-dessus, c'est... Je vais noter dans le... Violet, mais viol.e.s, une histoire de domination. Violet, oui. Une histoire de domination. Je crois que c'est ça. De Clément Salzar. Et effectivement, c'est un podcast que vous allez plutôt retrouver sur France Culture. Et parce qu'il n'est pas sur toutes les applications de podcast, vu qu'il a plus d'1 an, et les podcasts de Radio France, ils sont disponibles que sur l'application de Radio France. C'est le service public. Mais écoutez-le, parce que c'est vraiment... Écoutez-le quand vous avez l'estomac bien accroché. Ouais, voilà, soyez dans de bonnes dispositions. Merci de l'avoir partagé. Salut Inès, qui nous regarde. Oui, Inès. Comment tu vas? Qui a aidé à installer ce magnifique plateau. Merci Inès. Tu nous sublimes comme toujours. Et c'est toi la plus belle. Et la plus intelligente. Voilà. Merci d'avoir partagé ça. Et écoutez-le, c'est long, c'est quoi comme... C'est 4 épisodes d'une heure, c'est un LSD, donc c'est 4 épisodes, c'est costaud. LSD, ça veut dire la série documentaire. Ouais, merci Et effectivement... Des grands formats de France Culture, donc effectivement, c'est... Faites un épisode par un épisode. À chaque fois. Ouais. Allez peut-être pas tout écouter d'un coup, ça peut peut-être être un peu... 55 minutes chacun. 4 fois 1 heure, ouais. Non, ça va peut-être trigger. Allez-y doucement, écoutez-le. Allez-y mollo. Enfin, il n'y a pas de doute sur l'objet du podcast, on va pas mentir, mais c'est vraiment hyper intéressant. Ouais, c'est hyper intense, mais je vous le recommande. Ça permet de mieux se rendre compte. Et c'est justement, j'avais écouté ce podcast avant de lire De mon plein gré de Mathilde Forget, le livre. Et dans le podcast, quand elle racontait les personnes qui témoignent dans le podcast, le dépôt de plainte, le procès verbal et tout, et elle le raconte de manière verbale. Donc on s'imagine les hésitations, etc. D'accord ? Mais en fait, quand je le lisais, ça m'a encore plus interpellé la façon dont les policiers et policières déformaient les propos de la personne plaignante. Ouais, c'est plus choquant. Ouais, parce que c'est écrit noir sur blanc, en fait. Et tu te dis, mais en fait, c'est pas ce que je viens de dire. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça ? Ça te saute aux yeux quand c'est écrit. Donc voilà.
J'aimerais bien aussi éclore le sujet avec un truc que je voulais dire, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait dit dans le chat que c'était souvent plus haut le problème. Mais c'est pas plus haut le problème quand c'est des gens qui slide dans les DM des plaignantes. Enfin, on peut Oui, blâmer, c'est vrai. on peut dire ce qu'on veut, on peut dire non, mais on comprend pas, mais c'est le système, mais c'est les gens au-dessus, c'est les N+1, machin, je sais pas quoi. Je pense que c'est un système qui permet Qui que un flic qui a pris une plainte se dise ah elle est bonne, je vais prendre son numéro de téléphone et lui envoyer un SMS. Ah ouais, mais on tu trouve vois. toujours En des toute excuses. Mais c'est, impunité. non, c'est Non, pas non, une mais pas excuse. toi, Bien sûr. Non, mais je pense qu'il faut regarder le système pour dire comment des mecs se sentent autorisés à le faire. Ouais, d'accord, ok. C'est ça. Et c'est pas du tout une excuse, genre les pauvres petits choux, le système est comme ça, ils ne font que. Tu vois, c'est pas du tout leur trouver une excuse, c'est juste en fait. Je pense que la plupart des mecs qui voient ça. Enfin, je pense que. Certains s'arrangent en se disant ils voient pas le problème. Il y en a qui écrivent j'espère que ça vous gêne pas quand ils se rendent compte que c'est un peu border parce que pour eux c'est juste pas horrible. Ils ont violé personne. Oui, pour Ils eux, ont c'est juste envoyé bordel. un Ils ont SMS juste pour envoyé prendre un café. message. C'est Ouais. ok et c'est pas grave en vrai. De façon C'est pas grave. respectueuse. Et au pire tu dis non pas intéressé et il passe à autre chose en vrai. Ouais. Enfin, c'est ça. Et en fait c'est ça aussi, c'est que c'est un truc tellement banal que je pense que eux se rendent Pas plus con. ou moins compte. J'ai pas non plus envie de dire qu'ils se rendent pas compte parce qu'en vrai on vit dans Ils le même savent monde que- quoi, tu vois. Je pense qu'ils savent des trucs mais il y a ce truc quand même qu'on est dans une société qui permet que des flics se disent je peux le faire, j'ai le droit de le faire. Ouais. Et là, c'est pas grave. Ce- Il y a que pas ça mort soit d'homme en fait. Tu que vois. ça soit les messages qu'ils envoient ou les refus de dépôt de plainte. Hein. Je parle pas forcément de seulement Insta, mais c'est beau de dire à chaque fois que c'est les personnes qui sont au-dessus, mais effectivement, quand tu as un policier qui refuse une plainte, c'est lui qui a décidé de le faire. C'est pas quelqu'un qui est là derrière et qui va lui souffler dans l'oreille, tu vois. Donc, je sais pas, je trouve que ça me fait un peu chier qu'on trouve toujours des excuses à ces personnes-là. Et je Oui, dis pas bien c'est sûr. toujours comme ça, je dis pas que 60% des cas c'est ça, etc. Mais à un moment, quand c'est le cas, c'est le cas. Voilà. Et après, si on dit non, mais tu comprends pas, mais ils se rendaient pas compte et tout, bah, fait chier quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était mon petit grain de sel pour pour terminer ce sujet. Voilà, mais on va passer à la prochaine chronique. Qui veut se lancer là, Anthony, Maël, une préférence? Vas-y. Moi, ça va vraiment faire hors sujet par rapport à. Mais c'est pas grave, hein. C'est les actus, c'est jeudi tout, C'est ça un va. peu- c'est un peu moins chargé que ce qu'on a. Ah ouais, alors avant qu'on passe à Maël, Red, première fois sur le chat, merci beaucoup à toi d'être là, ça fait plaisir. Tu dis hello, des personnes un peu bizarres, il y en a partout. J'ai eu le cas dans un hôpital, une infirmière qui m'a appelé après ma chire sans aucun rapport avec. En vrai, c'est la même chose, hein. On peut vraiment le dire, elle a pas à le faire, c'est de l'abus, tu peux le plaindre, tu peux porter plainte, c'est vraiment la même chose, c'est pas parce que c'est. C'est pas réservé aux policiers. C'est pas réservé voilà, aux policiers. bien sûr. Non, bien sûr. Et tous Voilà. les policiers C'est ne pour le ça font qu'on- pas, enfin, exactement. Ouais, on Not parlait all des police. questions- Not all cops. Non, mais on parlait Mais elle sait pas du fait reconnaître que ça. c'était relatif à aussi une question de pouvoir. On parlait des profs, Ouais, des c'est ça. médecins, Mm. des flics. Enfin, c'est Ouais. en l'occurrence sur cette position-là. Après, on a aussi parlé des livreurs où effectivement on n'est pas sur la Des même. livreurs, des situation, Uber, ouais. Uber, ça arrive vachement souvent, hein. Mm. C'est encore il y a 2 mois, une meuf qui est rentrée et le Uber en a profité parce qu'elle était sous. Hein. Ça arrive tout le temps. Mais à tel point qu'ils ont créé un truc sur l'application, vous avez vu? Uber, ouais. Où tu peux signaler. Où tu ouais, peux des signaler en comportements direct. Avant, il n'y avait pas ça. inappropriés. Non. Quand même incroyable, ça aussi. Ça me trouve. Pas d'autres mots. Maëlle, tu vas nous parler des de vélo. Des vélos, des pistes Tout cyclables à fait. non genrées. De pistes cyclables non genrées. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce encore que c'est encore que ce truc Qu'est-ce que la gauche... Je vais vous faire une imitation de personne de droite, hein, je le dis avant pour pas qu'on... Voilà. Qu'est-ce que c'est encore que ce délire de la gauche et des écolos qui nous mettent de l'idéologie partout Qu'est-ce que c'est à encore toutes que les ce sauces. truc Voilà, c'est un peu ce qu'on a vu et entendu tout ce début de semaine suite à cette expression de piste cyclable non genrée qui vient d'un élu écolo qui est vice-président de Lyon Métropole. Il s'appelle Fabien Bagnon. Donc, il est écologiste, il est chargé des questions de mobilité de transport. Et sur Twitter, le week-end dernier, voilà, il répondait à une association justement qui travaille sur les questions de mobilité et de genre. Et voilà, cette association avait réagi à une photo où effectivement on voyait plusieurs hommes sur un vélo. Et elle disait, en fait, ce serait bien en fait qu'on prenne en compte, voilà, c'est ce tweet que tu mets en avant. Voilà, réagit à cette photo. C'est Femmes en Mouvement qui reprend, qui tique un petit peu sur cette photo. Et évidemment, Fabien Bagnon leur répond, et il leur répond
Merci pour le rappel. La parité d'usage est bien intégrée dans notre plan vélo. C'est même un des indicateurs de sa réussite. Donc voilà, Fabien Bagnon travaille énormément sur les questions de vélo, d'accessibilité à la ville, la création des pistes cyclables, les aménagements de la ville, de la métropole lyonnaise. Et donc voilà, il évoque ceci et il termine dimanche en mentionnant justement la communauté de femmes à vélo Beyond My Bike qui participe aux réunions techniques avec les équipes de Voile lyonnaise pour concevoir des pistes non genrées et donc inclusives. Voilà, donc il a cette expression qu'on pourrait qualifier d'expression malheureuse. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pistes non genrées ? Mais évidemment, cette expression est devenue une énorme polémique sur Twitter, comme Twitter en a le secret, évidemment. C'est Twitter. Car tout de suite, on s'est dit, mon Dieu, mais de quoi on parle maintenant ? On va faire même des moi, j'ai été pistes surprise. non genrées. Moi, évidemment, on me dit pistes non genrées, je vais tout de suite imaginer une piste avec des symboles masculins, féminins, comme on voit sur les toilettes, ou alors voilà, un homme coupé en deux, une femme coupée en deux, histoire de dire, oh là là, donc des trucs hyper binaires, hyper... De quoi ? Parce que t'as dit une femme coupée en deux, c'était... Non, mais tu sais, des fois, on veut faire des trucs inclusifs, ça rend des trucs un peu random, donc on met un peu les deux. Très alternatif, ouais. Ouais, très... Bah, écoute, c'est les lieux que je fréquente. Dans un autre épisode. Mais en tout cas, voilà, évidemment, ça crée beaucoup de réactions, outrées, qui sont évidemment souvent l'apanage de la droite, pas que, hein, mais en tout cas, voilà, qui disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que raconte Fabien Bagnon ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Alors, justement, moi, je voulais un peu me demander, de quoi parle-t-on quand on parle de pistes cyclables non genrées ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, au final, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut surtout parler, voilà, et c'est Fabien Bagnon lui-même qui l'a dit, vu qu'il a répondu à différents tweets suite à voilà, cette expression malheureuse. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire une piste cyclable non genrée ? Ça veut dire surtout la réflexion, l'aménagement non genré. Et il dit, on cherche à identifier ce qui peut freiner son utilisation par un genre. Est-ce un problème d'éclairage nocturne ? Est-ce que la piste est monopolisée par les usages sportifs principalement masculins ? Quand on parle, voilà. Là tout de suite, Ok, d'accord. On va un petit peu plus loin que cette idée de piste non genrée et inclusive, parce qu'inclure qui est non genré à propos de quoi ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on va fermer l'accès d'une piste à un genre ou à un autre ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Lui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une réflexion, et lui, il entend la porter justement sur qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être une femme et circuler à vélo dans la ville, et être un homme quand on circule à vélo dans la ville. Est-ce que c'est la même chose exactement ? Et la réponse est évidemment non. Bien sûr que ce n'est pas la même chose. Et justement, voilà, il y a eu plusieurs ressources qui ont été postées sur Twitter suite à cette polémique. Je renvoie notamment dans l'article à un thread de Florent Schmitt, qui est un sociologue qui travaille notamment sur ces questions et qui a posté un long thread avec pas mal d'études et de ressources là-dessus. Moi, j'ai cité dans cet article une étude du CNRS qui date de 2018, qui est assez récente, qui montre justement que oui, en fait, quand on fait du vélo, quand on est une femme dans l'espace urbain et quand on est un homme, c'est pas la même chose. Cette étude, par exemple, elle dit que la pratique du vélo, donc elle se base à Bordeaux, donc voilà, une ville... pas exactement, c'est pas Lyon, mais on va dire que c'est quand même une grande ville à peu près de la même proportion que Lyon. Oui, la pratique du vélo en ville dans Bordeaux Métropole reste plus faible chez les femmes. Elles sont 38% des cyclistes, malgré une augmentation globale du trafic. Sur la question de l'utilisation, l'étude dit par exemple les femmes utilisent le vélo en plus grand nombre en fin d'après-midi alors que les hommes sont plus nombreux aux heures correspondant aux loisirs, matin, soirée, dimanche après-midi. L'écart se creuse la nuit par temps de pluie, 78% des cyclistes sont alors des hommes. Le pourcentage d'hommes ne passe jamais en dessous de 56% des cyclistes. Donc déjà, on peut dire que l'espace urbain, et en tout cas l'espace cycliste urbain, est plus utilisé de toute manière par les hommes. L'étude, elle observe aussi d'autres choses, c'est que les femmes sont équipées de manière différente. Par exemple, elles ont plus souvent des porte-bagages, des porte-bébés. Donc ça, c'est aussi significatif. C'est aussi l'utilisation qui est différente. Où est-ce qu'elles se rendent ? Il y a aussi un truc hyper intéressant dans cette étude, c'est que à partir du moment où elles ont un enfant, les femmes pratiquent moins le vélo. Elles délaissent en fait cette pratique-là. Donc de base, en fait, on n'est pas sur les mêmes utilisations. Et ce que dit, alors je crois que j'avais mis le lien de l'étude, mais je vais la remettre dans le chat parce qu'elle est très très intéressante. Mais qu'on fait pas, exactement. Ça, ouais. Je vous invite à la lire parce que il y a aussi la question de quand on est un homme et une femme, on fait pas du vélo pour les mêmes raisons. Par exemple, ce que montre l'étude, c'est que les femmes on fait du vélo pour être plus autonomes. Pour éviter la promiscuité des transports en commun, par exemple. Et on sait que les transports en commun, ça peut être aussi des lieux d'agression. Donc, en fait, on pense pas... Les buts du vélo et du déplacement à vélo et du transport à vélo ne sont pas les mêmes, en fait, quand on a un homme et une femme. Donc, là-dessus, voilà, c'est une première base pour se dire, OK, en fait, c'est pas la même chose. D'où cette idée de, oui, réfléchissons à aménager différemment
aménager différemment l'espace urbain. Et ce que dit cette étude, enfin, c'est que les femmes, elles préconisent des pistes cyclables en site propre. On parlait de pistes cyclables. Ah bah voilà. Elles préconisent des pistes cyclables en site propre et éclairé, des arceaux, des garages à vélo au domicile, à l'école, au travail, de la signalétique, des aides financières pour les vélos électriques. Donc voilà, ça peut être une piste, par exemple, pour réfléchir à une manière différente d'envisager les choses et ne pas se braquer sur cette histoire de piste cyclable non genrée. Ouais, le mot est très mal choisi. Voilà, et c'est marrant parce que Fabien Bagnon, en fait, ses motivations étaient très nobles et en fait, tout le monde s'est engouffré dans la brèche à cause d'une expression malheureuse. Lui, il la regrette beaucoup. Il a même dit c'est la première et dernière fois que je l'emploie. Je pense effectivement que c'était peut-être pas la plus adaptée. C'était peut-être pas la plus adaptée, mais en même temps, c'était pas non plus dramatique. Et on sait, et c'est là-dessus un petit peu que je conclue cet article, c'est que on sait très bien que depuis 2020, où il y a plusieurs grandes villes en France qui sont dirigées par des mairies écologistes, donc c'est le cas de Lyon, c'est le cas de Grenoble depuis un peu plus longtemps, c'est le cas de Strasbourg, c'est le cas de Poitiers aussi. Enfin voilà, c'est des villes où justement, dès qu'il y a une petite polémique à monter, que ce soit, alors je cite le foie gras à Strasbourg. Dans ces villes. C'est parce que c'est pour à Strasbourg. En tout cas, c'est polémique sur polémique. C'est sur le foie gras, l'interdiction du foie gras dans les réceptions officielles. C'est on n'aura pas de sapin de Noël. C'est les menus végétariens à l'école. À chaque fois, ça crée une polémique. Donc que ce soit sur une expression type piste cyclable non genrée ou autre chose, d'ailleurs, de toute manière, voilà, les gens ont faim de drama. Les gens ont faim de polémique, ça c'est clair, et tous les moyens sont bons. Mais voilà, en espérant que au moins ça permette de faire sonner une petite cloche dans la tête des gens pour dire ah oui mais en fait c'est vrai que l'espace public, l'espace urbain, les aménagements, des fois en fait oui on se rend compte qu'ils sont pensés pareil pour les hommes et que il serait temps aussi de questionner tout ça et de faire les choses un petit peu mieux. Vous faites du vélo un petit peu merci pour tout ça. De rien. Tu fais du vélo toi Maëlle? Pas du tout. Alors pas du tout. Moi j'aime bien faire j'en fais très très peu à la campagne. Je pense que je suis pas montée sur un vélo depuis 10 ans. Ouais. Un peu moins, allez. Mais alors en ville, j'ai trop peur de me prendre un bus. T'as peur vraiment. Je sais qu'il y a plein que ça s'est largement amélioré, mais c'est la jungle. Ouais, c'est un peu la jungle et c'est vrai que je me sens pas du tout à l'aise et j'ai pas envie d'être un danger pour les autres comme pour moi. Donc je sais que si je devais faire du vélo, je pense que je sais qu'il y a des cours pour faire du vélo en ville et je pense que si vraiment je devais cours pour faire du vélo en ville. Ouais, pour apprivoiser le vélo et mieux circuler à vélo. Et je sais que par exemple, pas très très loin de chez moi, du côté de la Villette, certains samedi matin, il y a une grande esplanade à côté du Zénith et je sais qu'il y a des gens qui prennent des cours. Il y a des enfants, mais il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui veulent juste apprendre à être bien à l'aise sur un vélo au lieu de se lancer au milieu de... Enfin, je veux dire, là, on est à Strasbourg-Saint-Denis. Même traverser à pied, c'est une galère, pas possible. L'angoisse. Donc ouais, moi, je comprends carrément. Je me dis, en fait, si je devais me lancer à vélo, je pense que je passerais par là. Alors, ça peut peut-être paraître très gamin, mais en fait, la sécurité avant tout. Moi, je comprends complètement. Je conduis pas mal et... Enfin, pas mal. J'évite parce que c'est pas écologique, mais j'avoue que je conduis parfois de temps en temps sur Paris, dans Paris, et genre les vélos, moi je suis admirative. Parce que moi je suis protégée, j'ai quand même une voiture autour de moi. Les vélos, j'en vois, ils font des dingueries. Mais des dingueries, je sais pas. Faudrait peut-être faire moins de dingueries aussi des fois. Ah ouais, non, mais c'est pas positif ce que je dis. C'est vraiment, mais parce qu'il n'y a pas le choix, sinon ils passent jamais. Bien sûr. Oui, bien sûr. Des fois, il faut forcer un peu le passage. Mais c'est vrai que oui, combien de fois on voit des bagnoles qui font n'importe quoi et qui manquent de se bouffer un vélo et puis des vélos qui circulent. Puis ça s'engueule, puis machin, non, c'est l'angoisse. Est-ce que vous faites du vélo dans le chat régulièrement ou pas? Marie, pareil, je suis d'accord avec ton idée. Moi, j'ai eu ma période où vraiment j'adorais faire du Vélib et essayer de tout faire en Vélib. Et sauf que contrairement à mes amis de sexe masculin, le soir, je ne me voyais pas rentrer toute seule en vélo parce que c'était mal éclairé, que c'était dangereux, que je suis peut-être moins visible aussi. Enfin, sur ça, je me retrouve vraiment. Sur ce qu'il vient de dire, tu l'as vu ça? Sur ce que disait Maëlle, t'avais vraiment un sentiment d'insécurité hyper fort. Et puis tu voyais, on allait prendre un verre avec tous mes potes et tout, et puis vraiment les mecs, ça les dérangeait pas de repartir en vélo, sauf que moi je me disais non. Je veux pas être en sécurité, je préfère limite prendre le métro. Vraiment la question. Je me posais vraiment la question. Et tu vois, en sécurité, au niveau des éclairages, que ça soit aussi le fait du harcèlement, enfin plein de choses qui rentraient en compte et qui m'empêchaient finalement de rentabiliser mon abonnement Vélib le soir. Alors que tu aimes bien faire du vélo du coup? J'aimais bien et du coup j'ai arrêté parce qu'au final je me suis dit ça sert à rien que je prenne l'extension alors qu'au final je suis plus à l'aise... dans le métro limite, dans les grandes lignes, mais
Les gens, ils se rendent pas compte de ça. Hein. Bah oui, mais c'est toujours Ils se rendent pas changer du nos tout compte. comportements pour Et même en s'arranger, pleine et journée, tu vois, j'y pensais là. Ah, c'était déjà arrivé, ouais. Des fois, j'aimais bien faire des balades là, en Vélib le dimanche parce que depuis que les quais ont été aménagés, c'est quand même assez sympa. Et sauf que je me suis fait plusieurs fois peur, et notamment un mec qui m'était rentré dedans, mais de pleine vitesse, alors que j'étais sur la piste cyclable, qui m'avait fait mal, et à me dire, finalement, ils vont à toute blinde, ils font pas attention, et voilà, ces jours de week-end où il y a du monde, non, au final, j'ai arrêté, quoi. Je Ouais. comprends. Ouais, du Anthony coup, Ouais, non, ce que j'allais dire, c'est que toutes mes potes qui font du vélo à Paris, elles me racontent aussi à quel point elles se sentent beaucoup plus vulnérables au harcèlement de rue aussi. Vulnérable, c'est intéressant comme C'est adjectif. que ça. quand t'es en voiture, c'est plus difficile de te faire baisser la fenêtre pour. Si un mec qui veut te draguer abusivement à un feu rouge, le temps que tu peux ne pas baisser ta fenêtre en fait, et il aura beau taper dessus, t'es relativement protégé. Alors que quand t'es en vélo et que tu t'arrêtes à un feu rouge, on peut t'emmerder beaucoup plus en fait. Donc c'est horrible, mais les mecs en profitent encore une fois, encore et toujours les mecs. Et du coup, ouais, c'est des questions qu'elle se pose énormément. Et moi, non, j'ai fait un peu de vélo quand j'étais avec mon ex qui circulait beaucoup à vélo dans Paris, mais seul, je n'osais pas trop. Ouais. À cause de ma propre imprudence, je pense. Et des voitures aussi qui conduisent très, très mal à Paris. Mais sinon, je fais du patin à roulettes dans Paris. Et, Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de patins à roulettes, surtout les midis. Et je suis. Pourquoi surtout les midis? En fait, parce que le matin, j'ose pas trop, il y a vraiment beaucoup de trafic. Ouais. Le soir, même chose, c'est les heures de pointe. Ah, alors qu'à c'est midi, juste, je peux me rendre au bureau sans qu'il y ait trop de monde sur la route et c'est OK, quoi. D'accord. Parce que du coup, tu vas sur la piste cyclable. Justement, ce que j'allais dire, c'est que je fais les trois, c'est que je fais la piste cyclable de préférence. Ouais. Parfois, il n'y en a pas, du coup, je vais sur la route. Ouais. Et quand il y a trop de voitures, du coup, je passe sur le trottoir. Et en fait, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre en patin à roulettes, de changer de niveau et de voie. Il n'y a pas de Parce que tu prends pas trop de piste place, quoi. patin. Donc, Il n'y a pas de piste patin, mais d'un point de vue, d'après le code de la route, tu es censé être sur la route, pas sur la piste cyclable ni sur le trottoir. Je suis sûre que tu portes même pas de casque. Porter un casque. Il veut... Ah là là, faites ce que je dis, ne pas se fait. Hein. Ouais, super. Ah, bon. Ah, ça me ferait trop peur en vrai. Je sais pas, t'as un courage de faire ça? De ouf. Oh là là. Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Les vélos en France seraient très récents. Si on regarde des pays où le vélo a un moyen de locomotion plus répandu depuis plus longtemps, les stats sont radicalement différentes. Les Pays-Bas par exemple, où leur urbanisme a même changé pour permettre ce développement, le Danemark aussi. Mais oui, c'est des choix, hein, ça se fait pas tout seul. Hein, il faut qu'il y ait des aménagements, c'est des politiques publiques, donc Bien ouais, sûr, très clairement. mais- Et c'est beaucoup mieux organisé. Moi, j'avais vécu 2 mois à Amsterdam. Et en fait, là-bas, c'est dans la culture. Ouais. Enfin, c'est dans le quotidien. Toutes les familles, des familles entières. Hein. Il y avait des mamans, elles avaient 3 gosses sur leur vélo pour les amener à l'école. Enfin, mais c'est inscrit, c'est réglementé. Enfin, Bon, même si ça fait peur et qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de morts dans les canaux à Amsterdam. Ah ouais. Beaucoup de vélos retrouvés. Comment t'as plombé Et, en 10 secondes? Ouais. Je suis en mode, Ouais, les mères, ouais, avec c'est trois génial, gosses, mais en fait, il y a beaucoup de quand morts. même beaucoup de morts. Ouais, il y a quand même... Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure des chiffres des pourcentages des femmes versus les hommes sur les pistes cyclables. Mais en fait, à un moment, tu as dit l'espace cyclable et juste avant, tu as dit l'espace public. Mais c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que de toute manière, de façon générale, il y a Oui, c'est plus ça. d'hommes que de femmes dans l'espace public. Oui, complètement. Enfin, c'est une des composantes de l'espace public qui concerne effectivement le vélo, des aménagements, etc. Enfin, oui, de toute manière, c'est juste le reflet. Enfin, ça ne peut pas s'inverser sur une seule composante. Non, bien sûr, effectivement, et c'est gravissime. Enfin, c'est que pour les femmes, on avait ce souci-là aussi avec les pauses cigarettes dans la rédaction, c'est qu'une femme qui attend sur un trottoir seul, elle est beaucoup plus chaque fois ici. embêtée et soit prise pour une travailleuse du sexe, soit juste le harcèlement de rue quotidien et banal. Alors qu'un homme a le droit d'attendre quelque part sans qu'on vienne l'embêter. Mais c'est des petits trucs comme ça du quotidien où les gens, juste après quand on en parle sur Twitter, ils viennent dire qu'on chiale. Ça, c'est le genre de truc aussi où juste on parle à quelqu'un et tout, c'est qu'est-ce qu'il y a encore, voilà, qu'est-ce qu'il y a, tu peux pas attendre, tu peux pas fumer ta clope. Juste en fait. peux Il y a pas, une je meuf sais qui va pas. dire non, moi ça m'est jamais arrivé, du coup ça n'existe pas. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont comme ça aussi, ouais. C'est comme quand je parle de troll sur Twitch, parfois il y a des streameuses ou des streamers qui me disent mais moi ça m'est jamais arrivé, faut pas venir ouin ouin sur Twitter et tout, ça arrive rarement. C'est Oui, c'est pas parce alors que qu'en fait,
En fait, c'est parce que je te dis. En fait, je te dis que moi, je peux me faire harceler. Je dis pas que toi, tu te fais harceler. Oui, non, mais c'est aussi des questions structurelles, en fait. C'est que, de façon générale, les femmes sont subissent beaucoup plus de harcèlement de rue que les hommes. Et c'est une réalité, en fait. C'est un fait, c'est pas une opinion individuelle. Léna, dans le chat, t'as raison. Mine de rien, il y a toujours un mec qui a pas de clope qui traîne là. C'est fou. Mais les mecs qui n'ont plus de clope, les pauvres, ils sont tous ici. Les pauvres, ils fument trop vite. Et voilà, et pour les femmes, l'espace public, c'est un espace de circulation d'un point A à un point B, mais ça peut jamais être un espace où te poser. Il y a un truc qui me fascine, c'est genre, dès qu'il y a un endroit où tu peux t'asseoir, il y a toujours des mecs seuls. Genre un mec tout seul qui est assis. Oui, juste qui est assis, c'est un PNJ, il est là. Ouais, genre, il n'y a pas forcément de banc, hein, parfois, genre ils sont posés sur un plot ou quoi, mais t'as rarement des femmes seules quelque part, posées. Genre. Ouais. Parce qu'elles peuvent pas, en fait, elles sont tout le temps l'objet de prédation de la part des hommes, enfin, c'est systémique. Tu peux pas te mettre au milieu de quelque part, en fait, quand t'es une meuf. Non. Faut que tu te mettes sur le côté. Genre. Toujours, mais t'es habitué, en fait. T'es juste habitué. Tu vas à Place de la République, il y a 50 mecs assis les uns sans se parler en plus. Tu te ranges toujours sur les bords parce que c'est plus sécurisant. Ouais. Oui, ça c'est vrai. À propos du coup de cet article, Maëlle, comment conclure là-dessus ? Qu'est-ce que Fabien Bagnon fait ? Comment on peut soutenir ? Qu'est-ce qu'on fait ? Votez écolo déjà. Non mais c'est bien. Faites ce que vous voulez. Faites absolument ce que vous voulez. Je n'incite rien à personne à faire. Si, je les incite à pas aller témoigner en fait quand il y a. Je ne remets pas une C'est une blague, pardon. Mais non, mais je pense que c'est une espèce de petite polémique. Qui peut juste nous permettre de se questionner sur la manière dont on évolue en ville, dont on évolue quand on se déplace, dans les transports en commun, dans l'espace public, dans la ville en fait, la manière dont on voit les choses, dont les gens se comportent. Et c'est bien aussi si au moins ça peut servir à ça, à se questionner un petit peu et à... Je vais pas dire avoir des points faibles, parce qu'en fait vraiment c'est une question de... C'est pas une question... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une question de comportement individuel, je pense. C'est vraiment une question de politique publique, en fait, de qu'est-ce qu'on fait pour qu'en fait, toutes les personnes qui ont envie de faire du vélo, et en fait, elles puissent le faire comme elles veulent, sans avoir toujours en arrière-pensée leur sécurité, le fait que... Enfin, voilà. Je pense que l'enjeu de la sécurité est vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce qu'en fait, c'est ce qui ressort dans l'étude que je citais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a des demandes très, très claires, en fait. Il faut que l'espace soit éclairé, il faut qu'on ait des endroits pour garer nos vélos. Enfin, voilà, c'est des choses hyper simples, mais en fait, ça, c'est les villes, c'est les collectivités qui les mettent en place, en fait. Donc, si on veut si on veut que les villes soient vélo-friendly, et pas juste vélo-friendly, mais en fait vélo-friendly pour toutes les personnes qui ont envie de faire du vélo, en fait, faisons une politique, on peut dire non-genrée et inclusive, mais en tout cas, essayons quand même d'admettre que oui, l'espace public aujourd'hui, il est conçu par et pour les hommes, que c'est plus facile d'être un homme qu'une femme dans cet espace, et qu'en fait, oui, les déplacements à vélo sont le reflet de ça, et en fait, pensons qu'est-ce qu'on peut faire pour que les meufs, elles puissent faire du vélo comme elles l'entendent, et avec la même liberté d'esprit et la même tranquillité d'esprit que les hommes. Voilà. Exactement. Voilà. Après, ça empêchera Marie de devoir annuler son abonnement Vélib. Parce que ça fait chier. Ouais, non, mais tu vois, voilà, mais c'est un super exemple. Genre, en fait, j'étais pas à l'aise, du coup, je renonce à faire du vélo. Exactement. Tu renonces à ta liberté de faire du vélo, c'est quand même con, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas con, c'est pas. Non, mais même moi, c'est dommage, en fait, tu vois, c'est que t'en es moi-même. Mais t'en es à ce point-là, et en fait, c'est pas grave. C'est juste, en fait, avant, tu faisais du vélo, maintenant, t'en fais plus. Pourquoi ? Parce que tu crains pour ta sécurité. C'est pas toi qui as décidé, j'en ai marre du vélo, c'est de la merde. Alors c'est pas ça. C'est de la merde parce que je vais me faire emmerder par des connards, tu vois. Exactement. Voilà. Pardon. Merci beaucoup Maëlle pour tout ça. Je vais lire un petit peu le chat. Oui, mais pas que la parité aussi homme-femme, pour reprendre la stat mise en avant. Je pense que les mentalités doivent évoluer. Ah oui, ça c'était un sujet de Amsterdam, des Pays-Bas. En tout cas, je trouve les questions soulevées très intéressantes parce que ce n'est clairement pas quelque chose que j'aurais pu ne serait-ce qu'imaginer. Ouais, pareil, quand j'ai vu le sujet de l'article, j'ai fait qu'est-ce qu'elle raconte. Alors le fait qu'il y ait polémique autour, si ça peut permettre de faire prendre conscience à quelques-uns qu'il y a effectivement des choses sur lesquelles réfléchir et agir, ce serait déjà pas mal. La mathématicienne, suivez, je dis tout. Un moment, qu'est-ce que je voulais que je dise. Pas sûr que ce soit possible dans un futur proche, même moins proche, MDR. Ah, mais écoute, faut pas être défaitiste. Faut communiquer dessus et ça avancerait. Mais ça me fascine qu'on en soit à... Enfin,
toute façon, c'est révélateur de tout un système, hein, mais à vouloir faire plein d'aménagements publics, urbains, pour favoriser que les femmes puissent circuler, alors qu'en fait, le problème, c'est les hommes, wesh. Ouais, mais comme les rames de métro, là, il n'y avait pas un bail... Ouais, genre faire un wagon, un wagon femme only. Ouais. Oui, c'est ça, t'en viens à faire ce genre de truc. Alors qu'en fait, éthique, wesh, éduquer vos fils, wesh. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, non. Éduquer juste vos fils, ça n'arrivera pas. Puis c'est surtout que c'est les mêmes personnes qui se plaignent qu'il y ait cette possibilité de rame non-genrée. C'est les mêmes qui harcèlent, ils se disent les extrémistes, la féministe, machin et tout, elles veulent quoi, machin, mais alors que c'est eux qui provoquent la chose. Vous voulez vraiment savoir ce qu'on veut? Vous voulez vraiment savoir? Vous êtes sûr que vous voulez? Non, on n'a pas le droit de dire des choses illégales. Ouais, non, merci beaucoup, Maëlle. Merci, Maëlle. Le dernier article de la journée, ça sera du coup Anthony qui va nous parler. Alors, j'avoue, je dis Shine parce qu'il y a écrit E-I-N. Alors, ça se dit Chine. Moi aussi. Un petit tiré. Pourquoi ça se dit Chine, du coup? Et en plus, ça fait chi. Moi, j'ai appris ça ici. Mais oui, moi aussi. She is in. She in. Elle est à la mode, tu vois. She, c'est elle. Ah, she's in. Mais il y a littéralement écrit Shine. Je suis d'accord. Shine. Ouais. Non, peut-être que vous avez raison, moi, j'en sais rien. Non, je je pense que Non, t'as raison. Pour moi, ça fait sens. Allemand LV2, Chine, tu vois. Ja, Shine. Also, ich kann Deutsch sprechen. Das ist kein Shine. J'adore. Et puis, c'est chinois, donc ça fait Chine aussi. Chine is the new Ça pain fait au chocolat. chinois. Tu crois que c'est parce que c'est chinois? Non, je dis pas que c'est parce que c'est chinois, mais je dis juste que ça fait encore plus sens, vu que c'est une marque chinoise, que ça se dit Chine et pas Shine. Il y a Inès qui dit Anthony, on a des restes pour toi. C'est ce truc. Inès, c'est pas la peine de m'afficher dans le chat, wesh. Un peu de respect. Waouh. Incroyable. Ouais, c'est Chine, du coup. Alors, Ok. il faut savoir que je suis la poubelle de table de toute la rédaction. Donc, j'ai un appétit d'ogre. Ah non, mais alors ça, on peut pas me tester là-dessus. Enfin, non, j'ai même pas beaucoup d'appétit. Je supporte pas le gâchis. Tu finis les assiettes. Et j'adore le sentiment de satisfaction que me procure de finir quelque chose. Ouais, ok. Ah bah alors là, je comprends totalement. Oh là là, moi, je laisse jamais une assiette vide. C'est pour ça que j'ai pris 25 kilos en 2 ans. Bah. Non, mais je comprends. J'arrive pas à j'aime pas prendre le de poids, gâchis non plus. j'aimerais C'est vrai beaucoup, que. mais- Ouais, Mais effectivement, genre, il y a des gens, leur passion dans la vie, c'est laisser un cookie ou un gâteau. Non, ou mais non, faut pas faire ça. Une portion de truc ou un tout petit bout dans le Tupperware ou je sais Ah pas si, quoi. ça m'arrive. En fait, je fais Mais non, non, mais en mais fait, tu- si, je tu- sais que ça m'arrive. Genre, Mais moi, pas sur mon tout, bureau- Ça dépend des trucs. Sur Pas mon les bureau- gâteaux, moi. Ou genre 3 chips dans le paquet de Pringles. Tu vois. Sur mon bureau, il y a un bocal d'amandes parce que j'essaie de snacker healthy, you know. Et le Les bocal amandes, était fameux. plein, genre c'était un bocal de 500 grammes et je picore genre une poignée par jour théoriquement. Et en fait, tout le monde se sert dans mon paquet, c'est pas grave, tu vois, dans l'open space, mais c'est pas grave. Et Marine se servait, donc notre directrice générale, je dénonce sa balance. Ça balance, mademoiselle. Notre directrice générale, donc ma supérieure hiérarchique, qui a un abus de pouvoir quand même, elle se servait dans mes amandes et tout, et à la fin, elle en a laissé genre 2. Et j'ai regardé son toupet pendant 2 semaines, il y en avait 2. Enfin, bref. Marine. Non, alors ça, là, ça c'est la honte, ça. Ça, c'est la honte. Du coup, c'est une autre collègue qui a fini par m'en racheter. Voilà. J'ai fini, j'accuse Marine de vol Mais c'est parce d'amandes. que la conclusion, c'est qu'il faut pas manger des amandes. Voilà, c'est quand même, Non, la conclusion, c'est que tu termines. Genre, t'as commencé... Enfin, non, je sais pas. Non, mais le consentement, c'est rétractable, c'est dynamique. Voilà, bref. Je m'égare. Vas-y, Ce que je vas-y, voulais pardon. dire, Alors, c'est- du coup, il faut parler Chine. de Chine. Donc, Chine, c'est quoi? C'est le géant de la fast fashion en Chine et même de connaît tout l'ultra Chine. fast fashion. Bah, dites-vous, moi, je connaissais pas trop. Hein. Enfin, j'achète pas trop de vêtements. Ok. Et j'achète que auprès d'enseignes que je connais. Je suis vraiment pas du genre à découvrir de nouvelles marques. À part de jeunes créateurs et créatrices. T'achètes pas beaucoup de vêtements. Non, je renvoie beaucoup de trucs. C'est surtout. Tu les achètes quand même, du coup. Bah, assez peu, hein. Parce que si je renvoie tout, est-ce que c'est de l'achat? Est-ce que c'est pas plutôt du lèche-vitrine, tu vois? Du Bah non, lèche c'est pas du vitrine. lèche-vitrine. Mais chez moi. C'est parce que l'espace public me fait peur. Ouais. Il est pas assez inclusif des gens comme moi. Non, mais je m'égare. Bref, donc Chine, c'est un géant de l'ultra fast fashion. Donc ça veut dire que, en fait, il va avoir un design quelque part, soit de la part d'un jeune créateur ou d'une jeune créatrice sur Mhm. Instagram, soit d'une grande marque, une maison de luxe qui vient de défiler, ou n'importe quoi. Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il copie un design en s'en inspirant. Les règles pour ne pas être striké, donc de ne pas subir de process et de faire 7 petites différences. Donc, je sais pas, les fleurs, elles sont... c'est 7 petites altérations pour éviter de se prendre un procès en viol de droit d'auteur. Du coup, ça peut être ne pas mettre de passant de ceinture, faire un col comme ci ou comme ça, et là, t'échappes à des problèmes.
Bref, du coup, Shein copie beaucoup. C'est aussi pour ça que c'est connu. C'est que du coup, ce que tu as vu chez Zara qui coûte 50 €, eh ben, tu vas le retrouver chez Shein le lendemain à 5 €. Donc, c'est aussi une mode à très, très, très bas de prix. Et voilà. Et en fait, à la différence de Zara et H&M qui copiaient, s'inspiraient beaucoup de grandes maisons et de jeunes créateurs et créatrices, et ben, ça arrivait un mois après en boutique. Shein, ils arrivent à le faire dans la semaine. C'est pour ça qu'on parle d'ultra fast fashion. C'est la même chose, c'est le même secteur, l'ultra fast fashion que Boohoo, B-O-O-H-O-O. Je sais pas comment vous le dites. Non, là, je dis on est Boohoo. d'accord. Ah, ok. Ouais. Moi, je fais bouhou. Que Boohoo, Pretty Little Thing, eux, c'est au Royaume-Uni, du coup, c'est encore plus rapide du côté de la livraison. C'est que non seulement ils copient en une semaine, mais en plus, si t'es en Europe occidentale, en Europe, et ben, je veux dire continentale, pardon. Parce qu'ils ne livrent pas en Martinique et Guadeloupe, bref. Et ben, eux, ils copient non seulement dans la semaine, mais en plus, ils te livrent très rapidement aussi, parce que c'est fait au Royaume-Uni généralement, dans des quartiers très très pauvres, avec un très fort taux de migration, où ils exploitent de la main-d'œuvre. Mais c'est une autre histoire, et j'ai écrit un article là-dessus, je vous l'enverrai dans le chat. Bref, donc, ce que je voulais vous dire, c'est... C'est pas par raison dans le chat, hein. Je sais pas si tu veux... Qu'est-ce que vous dites ? Il dit, Anthony fait de la location, il achète, il porte une fois, il renvoie. Alors j'ai fait ça 2 fois, j'avoue. En vrai, c'est intelligent, hein, je suis désolée, mais... Non, pratique. Petite loc, non. Bah, en gros, du coup, Shein, donc ça pèse aujourd'hui 100 milliards de dollars. C'est aussi lourd que H&M et Inditex réunis. H&M, le groupe H&M, et Inditex, c'est le groupe qui détient Zara, Bershka, Pull&Bear, etc. Oh, Et wow, ok. en gros, Shein, à lui tout seul, donc, pèse plus lourd que Inditex et H&M. Et là, en ce moment, se tient le sommet mondial de la mode durable à Copenhague. Donc, une fois par an, ils se réunissent pour imaginer un futur plus durable pour la mode et l'industrie textile. Et pendant ce sommet de la mode mondiale, en fait, Shein a annoncé un truc choc. Ils ont dit oui, nous, en grands seigneurs que nous sommes, allons donner 15 millions de dollars aux décharges textiles au Ghana. Donc, pourquoi là-bas ? En gros, il y a beaucoup de pays occidentaux qui, faute d'avoir suffisamment de place chez eux, déversent leurs déchets textiles en Afrique, notamment au Ghana. Et en fait, le Ghana n'a pas de décharge à proprement parler, c'est plutôt des espaces inoccupés qui servent de décharge à ciel ouvert. Et il n'y a pas non plus d'incinérateur, donc en fait, on ne peut pas détruire tous ces déchets textiles. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui vont chercher, dénicher dans ces tas de déchets, en fait, des vêtements qui seraient susceptibles d'être revendus. Pardon, j'articule plus, il faut que je boive. Non, t'inquiète, je suis en train de montrer un peu en même temps. Mais voilà, et donc il y a un grand marché de seconde main qui s'appelle le marché de Kantamanto à Accra. Accra, c'est la capitale du Ghana. Et en fait, ce grand marché de vêtements d'occasion à Kantamanto, ben, c'est le plus grand du monde, en fait. Et du coup, c'est pour ça que Shein a décidé de donner 15 millions de dollars là-bas à une asso qui s'appelle la Fondation Or. Et cette Fondation Or vient en aide à toutes ces femmes et ces enfants. C'est majoritairement des femmes et des enfants, c'est pour ça qu'ils disent ça. Qui, en fait, gagnent à peine $1 par jour en allant faire ça, soit pour des gens qui revendent eux-mêmes sur le marché, soit ces femmes vont revendre elles-mêmes sur le marché. Et du coup, quand elles ne revendent pas elles-mêmes, elles sont payées $1 par jour pour fouiller dans les déchets. Et souvent, elles ont des enfants sur le dos. Parfois, elles tombent avec les vêtements et l'enfant. Et souvent, l'enfant est tué en fait, dans la chute. C'est atroce. Et du coup, c'est ce qu'a raconté une porte-parole de la Fondation Or lors de ce sommet mondial de la mode à Copenhague. Elle disait oui, c'est génial parce que ça va nous permettre de venir en aide à ces personnes qui sont souvent des femmes et des enfants, etc. Et du coup, en fait, Shein ne s'est pas spécialement exprimé là-dessus. Ils ont laissé la parole à cette femme, la directrice de la Fondation Or. Elle s'appelle Liz Ricketts. Et du coup, elle a fait pleurer dans les chaumières. C'est aussi pour ça qu'on l'a laissé parler, je pense. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une opération de communication en or. Ouais, bah oui, là ils sont bien là. Eh bien, parce que c'est ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment. C'est Shein, d'un côté, produit énormément de vêtements, souvent en polyester. Donc, le polyester, c'est du plastique. Donc, c'est un déchet de l'industrie pétrolière. Ah ouais, non, mais c'est la pire chose. Hein. C'est la pire qualité. Hein. Ouais. Bah... Tu peux faire du polyester de bonne qualité, mais ce n'est pas le cas de Shein. Et effectivement, du coup, c'est très mal fini. Souvent, ça s'effiloche. Du coup, c'est des déchets plastiques en fait, que tu retrouves dans ta machine à laver, mais c'est ce que tu arrives à voir toi. Il y a aussi plein de déchets plastiques, des microplastiques que tu vois pas, qui finissent dans les eaux, les circuits des eaux et finissent dans la mer.
Mais d'ailleurs, au Ghana et dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres pays qui servent de décharge à ciel ouvert pour la mode jetable de l'Occident, en fait, les vêtements sont du coup, quand il pleut, en fait, les vêtements se détériorent, ils se décomposent à ciel ouvert comme ça, avec le soleil, la pluie, etc. Et du coup, ça finit parfois dans les égouts. Du coup, ça se retrouve dans la mer. Et après, c'est reversé sur les plages. Et ça se décompose là, sur les plages. Mais même dans la mer, ça a eu le temps de lâcher plein de microplastiques et tout. Et du coup, d'abîmer la faune et la flore terrestre et aquatique. Du coup, c'est vraiment une catastrophe mondiale, en fait. En fait, Chine pointe du doigt et fait semblant de venir vient en aide véritablement. Oui, c'est une bonne chose. Mais il se tire pas une balle dans le pied en faisant ça, au Ghana, en fait, tu vas m'expliquer pourquoi tu penses ça, mais juste avant... oui, pardon. Non, t'inquiète. Mais juste avant, ce que je voulais dire, c'est que en fait, Chine dit « Ah, regardez, on va venir en aide à ces pauvres petits Africains qui galèrent parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser le surplus de vêtements, parce qu'on est des acteurs engagés pour une mode plus responsable. » Et à côté de ça, ils fabriquent énormément de vêtements en polyester. Mais c'est pas la faute que du polyester en vrai, mais c'est la masse, la quantité de vêtements et le rythme de production qui pose question en fait. C'est une quantité astronomique et à tout petit prix, qui signifie que les gens qui les ont fabriqués étaient nécessairement mal payés. Et aussi, pour les consommateurs et consommatrices, ça donne l'impression que les vêtements sont jetables. Parce que quand ton haut, il te coûte 5 €, t'en achètes plein et tu te dis, bon, c'est pas grave si je le reporte pas, ça m'a coûté une bagatelle, donc je vais en acheter en masse et m'en débarrasser rapidement. Et soit tu le jettes, soit tu le revends. Mais en tout cas, le rythme est beaucoup trop important pour une consommation responsable. Et c'est pour ça que je parle d'éco-blanchiment, c'est que ça permet c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, c'est regardez, on donne 15 millions de dollars à ces pauvres petits Africains et ça vous focalise votre attention là-dessus. Pendant ce temps, on continue de produire massivement sans que vous vous posiez trop de questions. En fait. Que ça remet jamais en question la manière de faire. En fait, Oui, c'est ça, c'est un pansement sur une fracture. C'est pas une fracture, ce que je dis, c'est un pansement sur un corps gangréné. C'est toute l'industrie de la mode. C'est ce que je voulais citer. À la fin, tu dis ça, c'est une belle phrase. En fait, de pansement trop petit sur une fracture ou même tout un organisme gangréné. Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est l'industrie de la mode tout entière qu'il faut questionner. Encore une fois, c'est mignon de pointer des épiphénomènes, mais il faut questionner un système, en fait. Et c'est la façon dont il dysfonctionne. C'est la production massive de vêtements et la consommation massive de vêtements qui mérite d'être questionnée plutôt que de se dire comment est-ce qu'on va se débarrasser des déchets au Ghana. Maintenant, en fait, prenez le problème à la racine. Comment est-ce qu'on produit moins et mieux Comment est-ce qu'on rétribue mieux les travailleurs et travailleuses, parce que c'est surtout des travailleuses textiles, pour qu'ils produisent dans de meilleures conditions aussi, parce que c'est aussi des gens qui meurent aussi parfois en fabriquant nos vêtements. Donc voilà, et quand c'est pas la mort, parce que c'est un cas extrême, c'est des violences sexistes et sexuelles pendant toute leur journée de travail, tous les jours, pendant des années, etc. Donc voilà, c'est un problème qui est systémique, et pointer un truc au Ghana, c'est une diversion. Pourquoi le Ghana spécifiquement déjà tu le Ghana, j'ai oublié, je suis désolée. Non, je t'en prie. Le Ghana, c'est juste un pays qui a la particularité de ne pas avoir d'incinérateur et de décharge à proprement parler. D'accord, donc c'est là où il y a là, tous les déchets. Il y a d'autres pays d'Afrique qui sont concernés et d'autres pays en dehors de l'Afrique aussi qui sont concernés, mais en fait, ils ont un meilleur système de traitement des déchets textiles. Du coup, ça pose moins de problèmes qu'au Ghana. En fait, j'ai des chiffres pour le Ghana. C'est en gros, chaque semaine au Ghana, c'est 15 millions de vêtements d'occasion qui arrivent là-bas. Et 40% tiennent de déchets. Donc le reste, 60%, ok, peut-être qu'on peut les vendre, mais 40% de déchets qui peuvent pas être traités. Du coup, en fait, c'est juste des vêtements qui se décomposent pendant des années et des années. Qui sont juste là, c'est tout. Des décennies, en fait. Et qui se détériorent en se décomposant, qui vont dans les eaux, qui abîment la faune et la flore, encore une fois. Il y a un mathématicien qui dit 15 millions alors qu'il pèse 100 milliards, il se foule pas beaucoup, du coup, en vrai. Exactement. Oui, parce que 15 millions, moi, c'est ce que je me dis, c'est... Qu'est-ce que tu ferais avec 15 millions? Moi, je suis vraiment nul en maths. Alors, il y a 100 milliards, ça va. Je suis vraiment nul en maths, j'essaie de faire le calcul, je n'ai pas réussi, j'ai laissé tomber, mais j'essaie de me rendre compte de... Ça représente 0,000 fois combien? 15 millions dans 100 milliards. Ouais, je sais pas. Les matheux, là. Mathématicienne, tiens, c'est dans ton nom. Là, aide-nous, s'il te plaît. Il y a Red qui dit quelque chose m'échappe, c'est Chine qui envoie les vêtements au recyclage là-bas? Point d'interrogation. Non, en fait, Chine n'est pas responsable de... Enfin, peut-être que Chine envoie une partie de ses vêtements au recyclage, oui, mais je pense pas. C'est plutôt, vous savez, les bornes, le relais qu'on trouve beaucoup en France. Je pointe aussi... Si ce sujet vous intéresse, en fait, il y a un documentaire que j'ai linké dans l'article qui s'appelle « Où finissent nos vêtements ?» qui est un documentaire français avec Hugo Clément qui a été diffusé par France 5 en décembre 2021.
qui permet de récent, en retracer... plus, du coup. Ouais, c'est très récent. Qui permet de retracer les vêtements qu'on jette, enfin qu'on met dans les bornes Le Relais en France, hexagonale. Où est-ce que ça termine? En fait, il y en a très peu qui vont du côté d'assos comme Emmaüs, etc. pour aller dans des vêtements de seconde main ou pour des personnes défavorisées. Ça va plutôt justement en Afrique et dans d'autres pays du sud global. Parce qu'en fait, on en a déjà trop de vêtements ici, en fait. Et ils sont pas d'assez bonne qualité selon nos critères hexagonaux pour habiller les personnes défavorisées ici. Et du coup, et les fripes, etc. Et du coup, en fait, non, c'est pas Shein qui envoie directement ces vêtements. Enfin, c'est très marginal, en tout cas, si des marques le font, en général. C'est plutôt, oui, des assos comme Le Relais ou Emmaüs ou l'Abbé Pierre. C'est ces assos-là qui vont envoyer des vêtements en Afrique, etc. Quoi. Parce qu'elles débordent de vêtements, en fait. C'est ça que je veux dire, Oui. c'est qu'on envoie tellement de vêtements du côté d'assos, ou même quand on les donne à des friperies et les friperies n'en veulent pas, elles l'envoient à des assos. En fait, ces assos débordent tellement de vêtements qu'elles sont obligées de s'en débarrasser, en fait. Ouais, je me souviens quand je travaillais au Secours Populaire, c'était ça. On avait des hangars et à chaque fois, on pouvait pas recevoir plus de vêtements. Du coup, on donnait juste aux gens qui étaient déjà là, en fait, qui étaient déjà sur place, tu vois, et on donnait comme ça. C'est vrai qu'il y a pas assez de ressources, en tout cas de stockage, je pense, dans ce genre d'endroit. Ça représente 0,015%. Ça représente 0,015%. Et même ce que tu dis, ma Tispo... mathématicienne, elle dit autre chose, elle dit 0,00015. Bon, dans tous les cas, c'est dans le 0,0 quelque chose. Et dans tous les cas, Tispo, tu dis, après peser 100 milliards, Oui, c'est c'est ce que tu vaux, pas forcément ce que tu as. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça reste quand même monstrueux comme... Ça donne quand même un ordre d'idée de à quel point c'est puissant, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as oublié un... À quel point ça leur coûte pas cher de se donner un peu une bonne conscience, quoi, aussi. Ouais. Ouais. Au point où ils en sont, ils peuvent donner 1 milliard, tu vois. Est-ce que dans le chat, et même vous, là, autour de cette table, est-ce que vous... Et on est honnête, hein, on est entre nous, tranquille, pépouze, on est honnête. Entre nous. Est-ce que quand vous achetez des fringues, c'est genre du fast-food du vêtement? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez un vêtement, après, rarement vous allez le reporter? Est-ce que vous le revendez derrière? Est-ce que quand vous achetez des vêtements, vite ça s'en va, vous les portez plus, quoi? Moi, j'achète assez peu et je garde longtemps. Et je choisis vraiment ce que je porte. J'ai un petit peu de seconde main, mais pas énormément non plus. Et sinon, les fringues que j'ai, je les use. Donc des fringues neuves que tu vas garder des années, les trucs quoi. neufs, je les garde longtemps, quoi. Ouais. Vraiment. Jusqu'à ce que ça tombe. Enfin, pas jusqu'à ce que ça tombe en lambeaux, justement, mais voilà. Tant que mais c'est métable, je mets. J'essaie un peu de me débarrasser de fringues quand je les mets plus et quand je sais que je les mettrai plus, quoi. J'essaie de me forcer un petit peu. Ouais. Donc je revends sur Vinted. Et je ne sais pas si c'est si bien que ça finalement. À hauteur de 2 000 € par mois. Non, pardon, oui, voilà, alors, je suis loin du compte. Je suis loin. La combi que j'ai bazardée à 3 balles, là, clairement, je suis loin du compte. Mais j'y pensais en plus. Mais voilà, donc moi j'ai tendance. Je suis pas du tout fast fashion et les Boohoo, Shein et autres, j'y vais pas. Mais je vais pas chez des trucs beaucoup plus vertueux. Hein. Je vais j'aime bien Uniqlo, désolée. Les pantalons, c'est que Uniqlo. Et pour le coup, quand tu dis les utiliser jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux, pour moi, c'est mon cas. J'ai des pantalons Uniqlo, je les utilise jusqu'à ce qu'il y ait un énorme trou au niveau de l'entrejambe. Voilà. Ce qui est malheureusement le cas, souvent. Ça arrive souvent. Et du coup, tous les 6 mois, je change de pantalon, quoi. Voilà, c'est un truc comme ça. Mais est-ce que tu peux coudre un patch à ce niveau-là ou ça serait moche? Ah, mais alors moi, je le fais, mais au bout d'un moment, quand ça remonte, tu vois, ça fait toute la jambe, là. Tu sais, ça fait comme les trucs de cowboy, là, comment on appelle ça? Ouais, c'est ça. Pas des jambes bien. Des chaps. C'est ça, des chaps. Ah, t'es trop fort. Après, il faudrait peut-être que je sois un peu douée en couture, j'avoue. Mais ouais, donc moi, les fringues, c'est vraiment, je limite, j'en achète pas énormément. Ouais. Mais voilà. Il y a Red Phaser 88 qui fait une remarque très juste. Je cite: je vais peut-être me faire l'avocat du... Oups, ça a bougé. Pardon. T'inquiète. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais pourquoi alors c'est sur Shein qu'on tape alors que c'est les consommateurs qui font n'importe quoi? Alors, je pense que c'est un problème systémique, encore une fois. Donc les consommateurs et consommatrices ont une part de responsabilité, c'est vrai. S'il et elle consommaient beaucoup moins, ce serait chouette. Mais en fait, le problème, ce qui est beaucoup plus déterminant, en tout cas, ce qui aurait beaucoup plus de poids directement, c'est si les industriels, en fait, produisaient beaucoup moins d'emblée. Et déjà, on aurait beaucoup moins envie d'acheter tout le temps des vêtements s'il n'y avait pas une nouvelle collection chaque semaine.
s'il n'y avait pas des promotions chaque semaine, s'il n'y avait pas des soldes chaque semaine. Enfin, c'est ça aussi. Il y a tout un circuit marketing qui fait qu'on a envie tout le temps de nouveaux vêtements parce qu'il y a tout le temps de nouvelles collections, de nouvelles promotions, etc. Et les industriels poussent parce que plus on consomme, plus ils gagnent de la thune. Et nous, derrière, bah oui, on a trop de vêtements dans nos placards, ça déborde, du coup, on les jette ou on les revend. Et oui, tu te demandais, est-ce que Vinted, c'est bien ou mal? Bah, c'est plus complexe que ça. J'ai fait un podcast récemment là-dessus, je viens de vous l'envoyer dans le chat, sur en fait la façon dont même les sites de seconde main, de vêtements d'occasion, commencent à reproduire des dynamiques de fast fashion. En fait, c'est que les personnes qui vendent dessus font parfois des promos, elles font exprès de marketer leurs vêtements différemment. Ça commence à se voir vraiment sur Vinted, quoi. C'est vraiment hyper... Et surtout, elles vendent chaque semaine, en fait. Elles vendent tout le temps des nouveaux trucs et tout, parce qu'elles se sont dit « Ah, mais c'est super, Vinted, je perds pas trop d'argent. Si j'achète tout le temps des vêtements, mais que je les revends tout le temps sur Vinted, bah c'est cool, je me refais de la thune, c'est un cercle vertueux pour moi. » Bah oui, peut-être pour toi, mais pas pour... Ils ont trop de temps libre, ces gens. Pas pour la planète, en fait. Vendre sur Vinted, genre, c'est la tannée, moi, c'est une angoisse. Oui, mais ça peut devenir addictif pour plein de gens aussi. Bien sûr, mais complètement. Et voilà, donc oui, les consommateurs peuvent se remettre en question, clairement, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui aura le plus de poids, c'est les industriels. En fait, c'est un peu la même chose avec l'écologie individuelle versus... C'est exactement ce que j'allais dire. À chaque fois que je parle genre d'écologie ou de véganisme ou végétarisme pour ma part, à chaque fois on me dit soit mais nous à notre échelle on peut rien faire, ou alors on me dit non mais c'est nous, on doit arrêter d'en acheter. En fait c'est les deux. Faut pas se dire si les entreprises elles arrêtaient de vendre ça, nous on n'aurait pas à l'acheter, ou alors se dire il faut qu'on arrête d'acheter, ils arrêteraient de faire ça. C'est le principe de l'offre et la demande. Donc c'est genre juste, c'est les deux côtés. Et ne vous dédouanez pas, ça se dit? Genre, arrêtez de vous trouver des excuses, enfin c'est tout. C'est juste arrêtez de vous trouver des excuses. En tout cas, je disais pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Moi, oui, non, je rigole. C'est une blague. Non, mais tu vois, Shein, par exemple, c'est la seule marque à apporter toutes les bourses, à proposer des vêtements jusqu'à la taille 66. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je savais pas que ça existait une taille 66, j'avoue. Et ouais, en fait, et d'ailleurs, il y a des corrélations, ce qui est différentes causalités, hein, mais entre précarité économique et obésité, bah en fait, il y a plein de personnes en surpoids qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, et du coup, elles ont pas d'autre choix que de s'habiller chez Shein. Oui, en fait. Mais c'est vrai. Du coup, c'est super si... Déjà, il n'y a pas de marques éthiques qui font des vêtements jusqu'au 66, tu vois, enfin... on pourrait dire oui, mais tu peux te faire des vêtements sur mesure. Bah oui, mais ça coûte un bras. Non, mais vas-y, les vêtements sur mesure, j'ai rien que ça à foutre. Et en l'occurrence, oui, il y a plein de personnes en surpoids qui ont peu de moyens financiers. Du coup, bah, je comprends qu'elles aillent chez Shein. Et je pense pas que ce soit les premières personnes à revendre tout le temps sur Vinted ce qu'elles les achètent et à consommer énormément de vêtements, en fait. Je pense qu'elles sont... Je vais pas parler à leur place, mais je doute fortement qu'elles achètent masse de vêtements chaque semaine en mode fashionista et tout, tu vois. Et elles ont le droit, hein, si jamais elles le souhaitent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, voilà, donc je tape pas nécessairement sur Shein, je pointe un problème qui est systémique, en fait. C'est l'industrie de la mode produit trop de vêtements, et pas que l'industrie de la mode, d'ailleurs, toutes les industries. Le problème, c'est le capitalisme, voilà. Ouais, non, mais t'as raison, et en vrai, c'est un vrai sujet. J'en ai déjà parlé avec une amie à moi qui fait il me semble que c'est du 56, ou voilà, même 54 en fonction de l'endroit. Et c'est vrai qu'elle est obligée d'acheter sur ce genre de site, parce qu'il y a littéralement... H&M, il n'y a pas cette taille. H&M, même moi, je galère, je fais du 44. Il n'y a jamais de pantalon à ma taille. Jamais. Donc c'est vrai que parfois, on est obligé, si elle veut juste acheter une fringue, elle est obligée d'aller sur ce genre de site. Et ça dégoûte. Voilà, parce que les H&M, les Zara, tous les magasins que tu vois dans les centres commerciaux, il n'y a pas des grandes tailles. Il n'y a pas tout ça. Dans le chat, Naofel, tu dis perso, j'achète une nouvelle fringue lorsque celle d'avant tombe en lambeaux. On est beaucoup dans le chat à avoir des vêtements en lambeaux. Je tiens à le dire. Nos guenilles. Ouais, c'est ça. Magali qui dit j'essaie de les rentabiliser au max et j'en ai peu, mais la qualité est dégueulasse à chaque fois que ça s'use vite. Ouais, mais port jusqu'à usure tant que possible. Et voilà, on est tous en lambeaux dans le chat. C'est terrible. Salut Gazariel, merci beaucoup d'avoir été là. On arrive doucement à la fin de l'émission, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Anthony pour tout ce qui est fast fashion, Shein, on en parle en ce moment. Voilà, Marie avec malheureusement la police qui abuse un petit peu avec les DM Insta et voilà, l'usurpation. Et du coup, Maëlle et les fameuses pistes cyclables non genrées. N'hésitez pas si vous avez des questions pour les minutes qui restent. Si j'ai bien compris, les indus produisent moins cher pour satisfaire des consommateurs boulimiques qui ne veulent pas payer au prix, juste des vêtements de qualité. Promis, je bosse pas pour eux. Pour moi, le problème, c'est les consommateurs et l'incapacité du système à suivre leur boulimie.
Qu'est-ce que t'en penses, Anthony, de ça? Bah, en vérité, c'est intéressant que tu parles de boulimie. C'est un terme qui vient des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, les TCA sont beaucoup plus nombreux dans les pays très développés et très industrialisés. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les TCA, c'est Ah, mais non, mais elle lui parle de boulimie en mode, en Oui, oui, non, métaphore. bien Ah sûr. oui. Mais du coup, c'est une métaphore qui est éclairante. Mais attendez, parce que du coup, je suis en train de Ah, réfléchir oui. en même temps que je parle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que C'est bien trouvé comme métaphore. la quoi. boulimie, c'est... Tu veux que je Je t'explique dis pas que c'est une invention, je suis pas en train de dire que c'est une invention, mais en tout cas, c'est une maladie de pays riche en fait. C'est une maladie de Mhm. pays très riche, l'anorexie aussi en particulier. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et du coup, oui, la boulimie en fait, c'est très très social aussi. C'est une maladie mentale qui est très liée à la société, à notre manière de consommer. Et voilà, en fait, il y a beaucoup moins de personnes anorexiques et boulimiques dans des pays d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique subsaharienne, par exemple. Mhm. Et donc oui, les consommateurs ont une boulimie de fringues, oui, mais elle est créée par les industriels, c'est ça que je veux dire. Ah, Cette d'accord, boulimie ok. de fringues, ok. elle est Crée créée des- par- on crée des besoins, Ok. en fait. On crée des besoins, on crée des envies à des fins marketing. Il y a plein de neuroscientifiques et de neuropsychologues Mhm. qui travaillent pour des équipes marketing justement pour créer de l'envie, du désir sans cesse, même la façon dont les applications, les e-shops, l'emplacement des produits, l'éclairage, les cabines d'essayage dans les magasins physiques, etc. sont pensés pour vous donner envie d'acheter, vous sentir bien en achetant, etc. Enfin, et d'ailleurs, la métaphore de la bouffe, encore une fois, elle est très comparable avec la consommation de vêtements, effectivement, c'est que il y a des gens qui ont des crises d'hyperconsommation de vêtements, ce qu'on pourrait comparer à des crises d'hyperphagie aussi. Mhm. C'est de la même manière qu'il y a des gens qui mangent leurs émotions, il y a des gens qui achètent des vêtements, leurs émotions. Enfin, moi, je fais clairement partie de cette catégorie-là. Genre, D'accord, ok. il y a peut-être 2 nuits, j'ai acheté un body à 5h du matin parce que j'étais stressé, tu vois. Enfin, Ah, ok. et ok. voilà, et c'est un problème. Hein. Je dis pas le contraire. Et, Il était beau, au moins. Il est magnifique. Bon, voilà. Et, Ah, mais je comprends. Moi c'était aussi, sur Vinted. quand je suis déprimée, je peux aller dans une boutique. Mais je préfère aller dans une boutique parce que je sais Ouais. pas, il y a un truc de réconfortant, d'accueillant. C'est fou que je dis ça, enfin. moi, c'est une angoisse pas Ah ouais. possible de faire Non, mais d'acheter des pas. trucs. Après, je Attends, sais vas-y. précisément ce que je veux, tu vois. Parce que Ok, j'aurais ok. pas, je vais me dire, oh, Mhm. j'ai passé une journée de merde où je me sens vraiment pas bien. Du coup, je vais avoir ciblé ce que je veux. Du coup, ouais, parce Tu que sais. non, les grands centres commerciaux, non, ça m'angoisse aussi. Ouais, je Et sais c'est pas, aussi même, très lié à quel point tu t'identifies ou t'arrives à t'identifier ou pas dans les boutiques en fait. Ah oui, Du bah coup, alors ça, ouais. en fait, ça m'étonne pas que ce soit beaucoup moins votre cas. Parce que Marie, tu corresponds à plein de critères physiques dominants de Mm. beauté, tu Mm. vois. Et je pense que en fait, les magasins sont faits pour que tu te sentes bien, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et Bah, surtout ceux de plusieurs sac à autres main, catégories. non, ce que je veux dire Moi, par je suis là, la c'est- merde comme ça. non, mais tu vois, le 44, c'est pas dispo dans toutes les. Ah oui, toutes non, les mais boutiques. clairement, Ouais. c'est un fait. hein. Forcément, t'as pas envie d'aller dans des boutiques qui t'excluent. Ouais. Oui, oui, complètement. Et c'est aussi les boutiques de vêtements, et l'imaginaire de la mode est très, très, très cis hétéronormé. Et du coup, je suis pas étonné non plus que Maëlle, Mm. ce soit pas ton kiff, tu vois. Enfin, Mais c'est marrant parce que je fais pas très souvent les magasins, mais semaine dernière, j'étais en mode glow, tu vois, donc je vais me récompenser et je vais aller dans la boutique Claudie Pierlot. J'ai jamais mis les pieds à Claudie Pierlot, donc je vais aller chez Claudie Pierlot. Nice, ok. Et d'essayer la combi que j'ai vue parce que j'ai un mariage dans pas longtemps. Bon, ils avaient pas ma taille et la meuf me dit ah non, là pas en 42, mais j'ai les autres tailles, j'ai les petites tailles par contre. Et je l'ai regardée en mode genre que veux-tu Qu'est-ce que je que fasse je de cette fasse, information tu vois, genre, C'est super trop- pour toi, meuf. c'était trop gentil, mais genre je vais pas rentrer dans le 36 en fait, même si vous avez que le 36, tu vois. C'était assez mignon. Mais du coup, j'étais tellement dans de bonnes dispositions que ce magasin qui n'était pas fait pour moi, j'ai navigué dans le magasin en mode oh c'est joli, ça c'est joli. Elle m'a proposé un truc que j'avais repéré, mais j'étais en mode genre meuf, je le remettrai jamais, donc je vais pas lâcher, je vais pas Ouais. claquer C'est 400 trop balles. cher. Voilà. Moi, Et puis des c'est fois, très j'ai cher. l'impression Mais de j'étais jouer en un mode, jeu, tu vois. j'étais un peu Mm. comme ça, et c'était vraiment en mode genre je vais m'auto-récompenser d'un Exactement. truc Ouais. juste parce que je me sens c'est bien très et que je bien. mérite d'être là. Ouais. C'était un peu étrange. Mais il faut que j'y retourne du coup parce qu'ils avaient pas ma taille. Il faut que je cherche un autre c'est Claudie le Pierlot. Ils avaient du pas du capitalisme en fait. 42. C'est que t'as l'impression de te récompenser. Enfin, Ils avaient plus le 42. mais ce qu'il Ah le oui. faisait même. Mais oui, c'est intéressant ce que tu racontes, effectivement. Et même, je parlais de à quel point la mode est cis hétéronormée, mais c'est que, en plus, genre, on parle de teen boyfriend ou de chemise coupe boyfriend Mhm. et tout. Enfin, c'est un imaginaire qui est très sentimental. Même les campagnes de pub pour des vêtements, souvent, t'as des couples qui s'embrassent et tout. Enfin, c'est beaucoup. La mode, c'est une affaire de désir. C'est une industrie des rêves, comme je l'appelle. C'est pas du tout une question de textile, en fait. Enfin, quand tu vas dans une boutique, t'achètes pas tellement un t-shirt, t'achètes vraiment l'histoire qui est Ouais. derrière ce t-shirt. Mhm. Et on te vend souvent de l'amour, du sexe, etc. quoi. Et de la réussite sociale. La vraie problématique de la mode en ce moment,
c'est qu'il n'existe plus de t-shirts normaux. Vous avez que des crop tops, d'accord ? Dès que je vais dans les magasins, c'est des crop tops et des crop tops et des crop tops. Et voilà, ça m'énerve et je veux dénoncer aujourd'hui. Ouais, mais on a des jeans taille haute, donc du coup, on est sur des... Mais si je veux pas sentir le vent sur mon nombril, comment je fais ? Je te recommande une marque, et je recommande à tout le monde d'ailleurs, c'est Loom, L-O-O-M. Je vais vous l'envoyer dans le Je crois que c'est la 3e fois que je t'entends recommander Loom. Mais parce que c'est la vrais t-shirts. Oui, ils font des vrais t-shirts, et surtout, c'est les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Parfait, j'adore, je kiffe. Et parce que du coup, en fait, souvent, si vous comparez un peu, c'est un truc qui me fascine, c'est le nombre de... Je les comprends, je suis pas en train de les blâmer, hein, le nombre de meufs qui se plaignent des vêtements au rayon femmes. Alors que rien ne les empêche d'aller au rayon homme en fait. Enfin... Moi je fais ça, mes t-shirts c'est des t-shirts de mecs. Les longs là. Bah moi mes fringues c'est que des fringues de meufs. Bah mais tu sais quoi ? Le truc c'est que t'as un autre référentiel en termes de taille. Donc du coup c'est le truc qui peut t'arrêter de il va falloir que j'en essaye 36 avant de tomber sur la bonne taille. Bah non, et après tu prends le temps de les essayer et tu... Oui voilà. Quoi. Et une fois que t'as trouvé en fait tu t'es tranquille. Et ce que je voulais dire par rapport aux t-shirts c'est qu'au rayon femme le grammage du coton est beaucoup plus petit. Du coup ils sont beaucoup plus fins, beaucoup moins transparents, beaucoup moins opaques pardon. Ils sont beaucoup plus transparents et ils tiennent beaucoup moins l'usure. Du coup avec le temps souvent ils boulochent et ils rétrécissent. Enfin, c'est souvent de la mauvaise cam en fait. Donc les t-shirts au rayon homme sont beaucoup mieux que ce soit chez Monoprix ou Uniqlo ou ailleurs. Et donc on incite encore les meufs à consommer plus et à racheter des t-shirts plus souvent. Oui, bah bien sûr. C'est pour ça que vous n'avez pas de poche. C'est pour acheter un sac à main. Les t-shirts sont plus fins, c'est pour que vous en rachetiez tous les 2 mois. J'adore le style du site en tout cas. Et bah Loom, c'est des basiques stylé, hein. Conçus pour durer le plus longtemps possible. Enfin, il y a des tests d'usure de malade mental. 12 balles. Enfin, pardon, c'était psychopathe. Il y a des tests de très poussé, très exigeant. Et c'est génial. Et oui, il y a un débat parallèle sur... Enfin, qui n'est pas si parallèle d'ailleurs, c'est Red Fazer 88, pardon. Red, hein, à chaque fois. Qui dit ok donc les indus sont les dealers, les consos sont les accros, ou peut-être discuter du cas des soignants, les états qui défendent leurs déchets sur des tiers, qui défaussent leurs déchets sur des tiers. Bah en vrai la métaphore de la drogue peut poser question et elle est toxicophobe, mais elle est très juste effectivement. Je pense que moi je suis d'accord avec cette comparaison en fait. Les indus sont des dealers et les consos sont des accros. Oui, on te fait goûter un produit, t'es addict et tu continues et... C'est une bonne métaphore. Après, dans les boutiques de skate, le mixte et le non-genré, c'est très mal. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est cool. Hein, quoi bah, dans les boutiques de skate, tout ce qui est un peu culture indus. Ça, c'est toujours... Ouais, mais tu vois, genre, là, récemment, je parlais avec la Manon qui s'occupe de la rubrique parentalité sur Mademoiselle. Elle me disait, oui, les vêtements pour bébé sont sexistes et tout. Et je me dis, mais déjà, pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller au rayon petite fille petit garçon pour les bébés genre. Oui, mais merci. Mais genre, t'as quand même des... En fait, c'est les rayons déjà qui sont conçus comme tels, avec des rayons garçons, évidemment. Mais en fait, de base, on va vraiment... En fait, c'est surtout qu'il faut que les enfants... Il faut qu'à 2 ans, on sache que c'est un garçon. Il faut qu'à 2 semaines, il faut que tu montres que c'est un garçon ou une fille, en fait. C'est une performance de genre dès le berceau. Mais qui est imposée sur l'enfant, c'est fou. J'avoue, j'ai fait bugger une vendeuse l'autre jour parce que j'ai mon premier neveu. Hein. Moi, je suis dans la famille. J'ai enfin un neveu. Et je voulais lui acheter un truc et je suis allée, moi je suis perdue, je déteste faire du shopping, je lui demande est-ce que vous avez des vêtements pour du 6 mois et elle me fait fille ou garçon, je fais peu importe et là elle m'a regardé, elle fait comment ça peu importe, il me faut une réponse madame, j'ai fait non peu importe du 6 mois quoi. Elle était une grenouillère là voilà. Non mais vraiment et elle a trop bugué quand j'ai raconté ça sur Twitter, mais laisse tomber, j'ai une rafale, elle fait juste son travail et tout, j'ai dit oui d'accord, mais ça montre bien que il faut vraiment que il a 6 mois le gosse, l'enfant s'en fout et puis on s'en fout, il s'en souviendra pas l'enfant, on s'en bat les couilles, donnez-moi juste du 6 mois quoi. Voilà, c'est tout. Mais ça c'est le b.a.-ba du marketing genré, c'est qu'en fait plus tu subdivises des choses dans le commerce, plus tu as de chances de polariser ton marché et donc de fidéliser une partie du marché et donc de faire de bif quoi. Et la question du rose et du bleu pour séparer les filles et les garçons, c'est la base de la base du marketing genré. Je vous mets un article que j'ai écrit là-dessus dans le chat, allez-y, checker. Et voilà, c'est que en fait, c'est hallucinant. Moi, récemment, je devais acheter un truc pour mon neveu qui allait fêter ses 1 an. Enfin, il allait fêter, non, on allait fêter pour lui. C'est et en gros, parmi la liste des jouets potentiels, il y avait un truc qui était, je sais pas, une espèce de tétine ou je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, il y avait plus la tétine qui était dans la wishlist, qui était avec un petit chevalier, mais il restait la tétine avec la petite fée. Et moi, j'ai pris la petite fée en me disant, mais de toute façon, c'est un bébé de 1 an. Personne va s'en soucier. Et en fait, c'était un cataclysme, mon Dieu. Mais genre, en fait, votre bébé, il va pas. Mais c'est la tétine qu'il voulait de base, non? C'est la fonction est la même. Alors, qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui... Une grenouillère, qu'elle soit verte, jaune, bleue, rose, elle aura la même fonction. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est en train de... Enfin, si je comprends, c'est pour le bif. C'est vraiment pour le bif et rassurer la société dans des performances de genre, si c'est hétéronormative.
Mais bon, le problème, c'est le capitalisme. Oh mon Dieu, bon. La racine du mal. La racine du mal, c'est les hommes. Voilà, Donc, super. Allez, on va clore le pat- là-dessus. Le Génial. capitalisme est une performance patriarcale. Bref. Merci beaucoup. Anthony, peut-être un dernier mot, pardon. Vas-y. ACAB. Non mais ouais, la totale. Non, un truc sur le véganisme, on n'a pas encore fait un truc sur le véganisme. Ah, tu vois, là ça bug un petit peu. T'as pas un mot sur le véganisme ici, non? Histoire qu'on on satisfait les trolls un peu. Une incitation à faire quelque Ouais, chose. la totale, contre la comme ça, volonté on des fait. gens. Non, je suis pas végane. Je Merci suis même pas beaucoup. végane moi-même. Merci le chat Merci d'avoir à été toi là. en tout cas d'avoir encore sublimement bien animé Je dis tout. Merci, Merci, mais alors Camille. c'est très très gentil, mais là il faut vraiment que je pense à investir dans une gourde, hein, parce que vraiment là ça je l'ai vu dans 5 minutes. de ouf, mais ouais. Non, mais Ça va plus du tout. Les amis, il faut qu'on ait une carafe ou je sais pas, quelque chose. Gazariel, mademoiselle, je suis végane, qui veut une shitstorm? Vive les graines, voilà. ACAB, allez, Menartrash, parfait, etc. J'ai fait un week-end de VGF ce week-end. J'ai tout organisé et tout. Et pour concilier tout le monde, j'ai fait tout le week-end vegan. Et les gens étaient. En fait, je l'ai pas dit. Et à la fin du week-end, les gens commencent à débriefer et tout machin. Ils sont là, ouais, c'était trop bon, machin. On a fait des rouleaux de printemps. Trop bien. On a fait un pesto véganisé et tout. Et en fait, personne n'a tilté. Tilté Et que j'ai dit, c'était- ouais, bah du coup, pour concilier tous les régimes alimentaires et les préférences alimentaires de tout le monde, tout était vegan. Et ils ont dit, ah bon? Ah, mais on a pas remarqué. Et je suis là, bah, vous voyez, c'est bon quand même. Enfin, Ah, c'est là là. incroyable. Quel les- cheval de Troie, incroyable. les gens sont. Eh, tu sais quoi, J'ai j'ai un les EVJ ce conditionné. week-end que j'organise aussi. Tu me t'as peut-être à faire ça là. Ouais, bah tu fais des rouleaux de printemps sans crevettes, tu mets que des. Sachant qu'il y a des VG, donc autant au lieu de faire Bah, deux plats, bah, je vais juste bah ouais. faire que des. Moi, j'ai tout fait vegan. Eh, ce Ah, mais oui, week-end t'as là, raison, je vais t'as trop penser à raison. toi, Anthony, Tu je vais galères faire pas, ça. Franchement, tu fais te tout donnerai végé mes vegan menus, et hop. Je suis vraiment preneuse. Merci du coup, Anthony, Maëlle et Marie d'avoir été avec nous. J'espère qu'on Trop se bien. retrouve rapidement. En tout cas, c'est mes piliers De de ouf. bar. Voilà, vous les avez. Évidemment, partagez vos réseaux sur le chat. Allez-y. C'est le Oui. moment auto-promo. On partage. Allez regarder un petit peu ce qu'ils font. Ils sont tous les trois chez Mademoiselle. Voilà. À part être des chroniqueurs de merveille, ils font aussi du vrai travail à côté. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver leurs réseaux sociaux dans le chat. On follow Mademoiselle si c'est pas déjà fait. Le prochain live, ça sera tout à l'heure à 16h avec Mr. Dwight qui va faire du jeu, il me semble. Demain, on a une découverte de jeu. Il y a Mario Striker, le nouveau Mario qui sort et on va le tester ensemble sur Mademoiselle à partir de 21h pour une soirée spéciale découverte, une soirée test du nouveau Mario Striker où c'est du foot sans les règles. Ça va être absolument incroyable. On va tous se foutre sur la gueule. Ça va être très très drôle et on découvre ça en live à partir de demain. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Bisous Bye. tout le monde. Ciao.